Bonjour et bienvenue dans cet épisode exceptionnel d'Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Le procès de Cédric Jubilard s'est ouvert le 22 septembre 2025. Devant la cour d'assises du Tarn, l'homme doit répondre de la mort de sa femme Delphine, disparue mystérieusement dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Pour la première fois, une criminologue a accepté de réexaminer tous les indices et témoignages et de se mettre dans la tête du présumé coupable. Vous entendrez les voix de l'ex-compagne de Cédric Jubilard, des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur le dossier. Bonne écoute. Vous avez composé le numéro d'urgence de la gendarmerie nationale. Veuillez patienter, un opérateur va prendre en charge votre appel. Oui, bonjour, centre opérationnel de la gendarmerie. Quelle est votre urgence? Oui, bonjour. Je ne sais pas où est passée ma femme. C'est l'une des disparitions les plus mystérieuses de ces 10 dernières années. Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, Delphine Jubilard, une mère de famille de 33 ans, semble s'être volatilisée. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien, écoutez, je me réveille là. Je suis tout seul à la maison. Malgré des recherches intensives, une battue citoyenne va être organisée aujourd'hui. Une cinquantaine de gendarmes, une équipe cynophile, un hélicoptère ont été mobilisés pour retrouver la mère de famille. près de 5 ans après les faits, aucun corps n'a été retrouvé. Toujours aucune trace de Delphine Jubilard. Son mari aurait signalé sa disparition. Vous avez bien fait le tour de la maison? Il est 4h du matin là, monsieur. Après 6 mois d'enquête, Cédric Jubilard est arrêté. Cédric Jubilard est présenté à un juge, puis mis en examen pour meurtre aggravé. Malgré de sérieux soupçons et quelques indices, aucun élément ne permet aujourd'hui de prouver la culpabilité du mari. Alors, nous avons demandé à une spécialiste des enquêtes criminelles de reprendre l'ensemble des éléments connus de ce dossier tentaculaire. Je m'appelle Emma Oliveira, je suis psychocriminologue. Vous entendez parler de l'affaire Jubilard presque quotidiennement dans les médias. Et vous pensez tout connaître de cette sombre histoire. Sans a priori, j'ai analysé toutes les pièces et les témoignages. Et je vais vous livrer mon analyse sur cette affaire bien plus complexe qu'on l'imagine. Pour s'immerger dans le quotidien du couple et mieux comprendre ce qui s'est passé lors de cette soirée du 15 décembre 2020, nous avons décidé de reconstituer le salon de la maison familiale de Cagnac-les-Mines. Lors de son procès, Cédric Jubilard peut-il réellement échapper à une condamnation? Voici un éclairage nouveau et exclusif sur l'une des affaires les plus médiatiques que la France ait connue. C'est en fait l'absence d'autres pistes assez viables qui font que tous les faisceaux se tournent sur Cédric, quoi. Voici ceux qui ont la lourde tâche de défendre celui que tout le monde semble déjà avoir jugé. Mais franchement, c'est un été, je ne vais pas en repasser deux. Je n'ai fait que ça, je n'ai pensé qu'à ça, d'ailleurs. Ah, mais moi, je me lève avec Jubilard, je mange avec Jubilard. Alexandre Martin et Emmanuel Franck sont les avocats de Cédric Jubilard. Si j'ai bien compris, il y a 9 avocats partie civile. Les 2 avocats généraux. Ça fait 11, plus ceux qui s'annoncent, qui a priori, je l'espère, seront rejetés. Oui. Mais ça va être, on va avoir une horde contre nous. De toute façon, je pense que le meilleur moyen de le défendre, c'est pas d'éructer, c'est pas de s'énerver, c'est tout simplement de connaître le dossier. Ce qui est assez curieux dans cette affaire, c'est la première fois que je vois ça, c'est que l'accusation est incapable d'échafauder une thèse précise. Voilà ce qui s'est passé. Voilà, selon nous, ce qui s'est passé pour telle et telle raison. Depuis le premier jour, ils sont convaincus que c'est lui. Et donc, en fait, ça les a pas intéressés d'aller chercher ailleurs. Ils l'ont fait pour pas pouvoir être embêtés ensuite. Mais ça ne les a pas intéressés. Donc. Pour dire on l'a fait. Pour dire on l'a fait, on a tout fait. Ouais, vous avez tout fait, mais mal.
Au procès, on va appeler tout le monde à revenir à des choses très simples qui sont les règles pour pouvoir condamner quelqu'un en France. Heureusement, il y a des règles. C'est est-ce qu'on rapporte la preuve que, 1, Delphine a été tuée ce jour-là, et 2, que Cédric Jubilard serait l'auteur du meurtre de sa femme. Et la réponse est non, il n'y a pas d'éléments de preuve. Les avocats de Cédric Jubilard espèrent l'acquittement. Pourtant, dans ce dossier, s'il n'y a pas de preuves, tout accuse le mari. Et les derniers rebondissements ne plaident pas en la faveur de leurs clients. Voici justement l'un des derniers personnages clés de cette affaire. Jennifer est la dernière compagne de Cédric Jubilard. Les débuts de cette romance sont à aller chercher quelques semaines seulement après la disparition de Delphine. Lors de la médiatisation de l'affaire, Jennifer est émue. Elle vit alors à 1 heure en voiture du domicile des Jubilard et elle commence à échanger avec Cédric. À ce moment-là, l'homme n'est pas encore le principal accusé. Les premiers échanges se font par des messages de soutien, en fait. Par message, il me raconte un peu ses journées, ce qu'il fait avec les enfants. Il me dit que peut-être qu'elle est partie ou peut-être qu'elle a fait une mauvaise rencontre. Il me disait que Delphine, elle était quasiment plus là les dernières semaines, qu'elle s'occupait plus de la maison. Les propos qu'il avait envers Delphine, ils étaient assez péjoratifs, en fait. Quelques mois plus tard, ces échanges vont cesser. Et la mise en examen de Cédric Jubilard ne va pour autant pas éloigner la jeune femme, qui garde de la sympathie pour lui, et décide finalement de le recontacter 3 ans plus tard. Des échanges téléphoniques, puis une première rencontre en prison. Je me retrouve dans une pièce fermée et où après je vois Cédric arriver. Et là, c'est le premier bisou et c'était que des instants câlins qui rejoignaient bien nos échanges téléphoniques à ce moment-là. Et chaque semaine, Justine se rend à la prison de Cesse, près de Toulouse. Petit à petit, Cédric Jubilard se serait confié de plus en plus, jusqu'à finir par avouer ce qu'il aurait fait cette nuit du 15 décembre 2020. Au printemps, il commence en fait à me dire qu'il a peur que je vienne au procès. Je lui demande pourquoi. Il me dit parce que je vais entendre des choses horribles. Et à force de me répéter, un jour je lui dis mais pourquoi c'est toi? Et là il me dit oui. Et en fait, du coup je lui dis mais qu'est-ce que t'as fait? Et il me dit je l'ai étranglé. Et en fait là s'ensuit plusieurs des aveux en fait et sur plusieurs parloirs. D'après lui, ça s'est passé dans leur salon pendant que les enfants dormaient, au canapé, il me dit. Et elle a pas eu le temps de voir quoi que ce soit, ni de se débattre. Il m'a dit ça s'est passé trop vite. Il me montre sur moi comment il a fait. En fait, il met un bras en haut de mon front et il me plaque contre lui. Donc je suis dos à lui et après avec son autre bras, il me fait une clé de coude. Il me dit qu'il utilisait la voiture de Delphine pour transporter le corps. Et je lui dis mais son corps peut être retrouvé. Il me dit si l'agriculteur fait des travaux, oui. Et il me dit qu'il a préparé l'endroit sûrement plusieurs fois, d'avoir utilisé une pioche. Il m'a dit qu'il avait trouvé le lieu un mois avant. Je lui ai demandé s'il regrettait et il m'a dit que non, il regrettait pas. Mais alors pourquoi le mari de Delphine, qui depuis 4 ans et demi nie toute responsabilité auprès des enquêteurs, aurait-il avoué le meurtre de sa femme? Pour notre profileuse, ces aveux ne sont pas si surprenants que cela. Le témoignage de sa petite amie actuelle vient poser beaucoup de questions. Le fait qu'il ait pu se livrer en prison, au parloir, c'est quand même quelqu'un d'intelligent, c'est vrai que c'est ce qui ressort, c'est prendre quand même énormément de risques. Et en même temps, pas tant que ça, parce qu'il n'y a aucune trace écrite, il n'y a aucune trace vocale, c'est-à-dire que ce témoignage, il est très fragile parce que ce n'est qu'une parole isolée de cette jeune femme. Est-ce qu'on peut, après, en prenant un pas de recul, se dire « Cédric joue avec nous ». Je pense que si il a vraiment parlé, la personne avec qui il joue, c'est elle. Et pas la police, forcément. Parce que déjà, il n'est pas assuré qu'elle va aller tout rapporter. Je pense qu'il est plutôt en train de jouer avec elle et de cultiver un peu cette image de bad boy qui doit lui plaire. Cédric Jubilard aurait donc agi ici en manipulateur. Et ce ne serait pas la première fois. 3 ans plus tôt,
Il aurait également fait des confidences, cette fois, à l'un de ses codétenus. Il dit qu'il a entendu Cédric dire qu'il avait tué sa femme, qu'il l'avait enterré près d'une ferme qui a brûlé. Il était inquiet parce que le corps pourrait remonter à la surface s'il pleut, donc il faudrait bouger ce corps parce qu'on va finir par le découvrir. Donc c'est ce que ce voisin de cellule va dire à l'administration pénitentiaire. Mais là encore, pour notre experte, spécialisée dans la psychologie des criminels, il faut prendre ce témoignage avec beaucoup de précautions. Cédric aurait pu agir ici en fin stratège, pour se construire une certaine image. J'ai pas mal expertisé de détenus et le monde de la détention, c'est un monde à part. C'est un monde dans lequel on doit se créer une image, une identité. Et ce serait pas le premier à avoir cultivé comme ça une image un peu de force, de criminel pour qu'on le respecte. Il agit en manipulateur. Il suffit qu'il dise quelque chose pour que ça soit porté à la connaissance du monde extérieur et que son cas redevienne le sujet majeur d'intérêt pour quelques jours ou quelques semaines dans les journaux et à la télévision. Ce qui contribue à maintenir ce statut de quasi-vedette du monde judiciaire. Donc, en soi, ce qui se dit en prison, pour moi, ne doit pas être écarté. Évidemment, il faut l'entendre, mais il ne faut pas prendre pour argent comptant. Si les témoignages de la dernière petite amie et du codétenu ne suffisent pas à prouver la culpabilité de Cédric Jubilard, il faut donc revenir aux faits. À cette soirée du 15 décembre 2020, à Cagnac-les-Mines, au cœur du domicile du couple Jubilard. Depuis bientôt 5 ans, le principal accusé ne cesse de livrer la même version aux enquêteurs. Et c'est d'ailleurs celle-ci qu'il tiendra lors du procès. La situation est relativement simple, dramatique mais simple. Ce couple a dîné ensemble. Lui, grosso modo, il dit toujours la même chose. Il dit qu'il a été promener les chiens en début de soirée, qu'il a pris son téléphone, qu'il jouait à Game of Thrones. Ça fait partie de ses habitudes. Et puis intervient cet horaire de 22h08 où il dit manifestement mon téléphone s'est coupé, c'est pour ça que je suis rentré. Cédric est allé se coucher tôt, parce qu'il se lève très tôt pour travailler. Il se lève à 6h du matin. Delphine est sur le canapé avec son fils. La petite, qui est plus petite, est déjà au lit. Et puis Cédric va être réveillé dans la nuit par les pleurs d'Elia, qui a perdu sa tétine. Et il va s'apercevoir que Delphine a disparu. Il va tourner un peu dans la maison, autour de la maison, et puis rapidement, s'inquiétant quand même du fait que Delphine ne soit pas dans la maison ni aux alentours, va appeler les gendarmes pour s'inquiéter de cette disparition surprenante. Alors que s'est-il vraiment passé pendant ces 5 heures que les enquêteurs tentent de reconstituer? 2 témoignages justement permettent d'imaginer qu'un drame s'est peut-être produit dans la maison familiale des Jubilard ce soir-là. Tout d'abord, celui de 2 voisines, une mère et sa fille. Dans le dossier, un des éléments de l'accusation est de venir expliquer que une voisine et sa fille ont entendu aux environs de 23 heures des cris, des hurlements dans la rue et que donc ce serait finalement pour l'accusation le moment où Delphine aurait été agressée et tuée. Et voici ce que déclarent justement les voisines lors de leur première audition. Au départ, ce sont des personnes qui, quand elles sont entendues dans le cadre de l'enquête de voisinage, vont venir expliquer qu'elles ont entendu des aboiements de chiens et une femme qui essayait de séparer les chiens. Et que donc elles n'ont pas eu peur à une agression et c'est pour ça qu'elles n'appellent d'ailleurs pas les services de police ou de gendarmerie. Pendant que je fumais, j'ai entendu des cris de femmes. Il y a eu des aboiements. Ça pouvait être les cris d'une personne qui avait peur pour son chien qui se fasse attaquer par un autre chien. On n'entend pas une femme qui dit au secours, on n'entend pas une femme qui dit Cédric arrête, on n'entend pas un homme parler, enfin, il n'y a pas d'échange entre un homme et une femme. Et petit à petit,
Ce témoignage, au fur et à mesure, quelques mois après, eh bien, ça va devenir, j'entends une femme qui crie. Le cri de cette personne m'a fait très peur, il y avait un danger. Ça m'a perturbée à tel point que j'en ai fait des cauchemars. C'était comme si on marche sur une patte de chien, des couinements de douleur et les cris de terreur. Des cris de terreur et qui est en train de perdre le souffle. Enfin, on est à 138 mètres. Les cris, c'est important. On est aux alentours de 23 heures, les cris sont perçus dans cette période. Donc, lorsque ces deux personnes qui n'ont aucun intérêt à raconter quoi que ce soit de mensonger disent « on a perçu des cris de femmes », on peut les croire parce que lorsque à la reconstitution, on reconstitue la scène, on les perçoit très nettement de l'endroit où elles disent les avoir perçus à cette époque-là. Donc, j'entends que rien ne va, j'entends que ces cris ne doivent pas être pris comme, je dirais, preuve accablante. En attendant, ils existent. Les faits sont têtus. Dans toutes les affaires complexes, c'est-à-dire qui mettent du temps à se résoudre, on a toujours des témoignages, soit dans l'enquête de voisinage, soit dans les appels à témoins, ce genre de choses, qui nous amènent sur des pistes, soit étrangères, soit qui viennent conforter la piste principale. Moi, j'ai tendance, et la plupart des forces de l'ordre aussi quand même, à prendre ça avec des pincettes. Alors, c'est loin d'être une preuve en soi, ça vient à la limite fortifier une piste, mais à aucun moment ça vient ni la confirmer, ni l'infirmer. Mais c'est là. Et il existe un autre témoignage, d'une personne présente dans la maison ce soir-là. Celui du fils aîné des Jubillards, âgé de 6 ans, au moment de la disparition de sa mère. Dans un premier temps, le jeune garçon vient appuyer la version donnée par son père. Les gendarmes l'entendent, 16 décembre, c'est à quelques heures de la disparition de sa maman, les souvenirs sont encore frais, sa mémoire fonctionne à plein régime. Alors sur la soirée, il dit qu'il se parlait bien, papa et maman se parlaient bien, qu'il va au lit vers juste après 22h55. Et dans cette soirée-là, telle qu'elle est racontée par ce jeune garçon, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de cri, il n'y a absolument rien. Et j'ai le souvenir de cette phrase où il dit « et puis je suis allé me coucher, et puis le lendemain, c'était le matin et il faisait jour ». Seulement 1 an plus tard, la version du fils aîné va brusquement évoluer et venir contredire ses premières déclarations. Je me souviens qu'ils se poussaient. Je les ai vus parce qu'en fait, j'étais descendu de mon lit. La porte était un petit peu ouverte et je regardais. J'ai entendu « Arrête-toi !» C'est maman qui disait ça. Qui dit, moi en réalité, je les ai entendus se disputer, mes parents, ce soir-là. Et j'ai regardé, parce que la porte était entrebâillée. Et j'entends dire, puisque c'est comme ça, on va vraiment se séparer. Et je fais du bruit, comme j'ai l'habitude effectivement de faire, pour essayer de les interrompre. Il se précipite dans sa chambre, et donc il finira par s'endormir sans être capable d'aller au-delà de ses souvenirs exprimés. Alors comment interpréter ce témoignage, pourtant essentiel? Quel poids doit donner la justice à la parole d'un enfant de 6 ans, dont le récit livre 2 versions bien différentes? À 6 ans, l'enfant, il peut normalement donner des renseignements sur le climat dans lequel il évoluait. Donc s'il y avait eu une très très grosse dispute, des hurlements, que ça l'avait réveillé, qu'il avait été mis à partie et tout, évidemment qu'il s'en souviendrait. Mais alors dans ce cas, pourquoi ne pas en parler le jour des faits? On peut évidemment imaginer qu'il y ait quelque chose qui a été reconstruit, soit parce qu'il a entendu, si les adultes parlent devant lui librement, mettent des hypothèses, donnent leur avis, forcément il s'en est imprégné. C'est pas que cet enfant n'est plus crédible, mais cet enfant il est contaminé. C'est ce qu'on dit généralement, une contamination de la mémoire. Donc que retenir de cela? Eh bien que peut-être il ne faut pas retenir grand-chose du témoignage d'un gamin de 6 ans, tout simplement. On met ce témoignage de côté, il est trop fragile, et puis surtout c'est faire peser une responsabilité terrible sur les épaules de cet enfant. Ces témoignages apparaîtraient donc trop fragiles pour être la seule motivation d'une possible condamnation de Cédric Jubilard.
Alors les jurés vont devoir s'attarder sur les quelques indices du dossier, espérant y trouver une preuve. Évidemment, ce qu'on va chercher aussi, ce sont les preuves matérielles. Il suffit parfois d'en avoir qu'une seule pour confondre le coupable. Mais elle se doit d'être irréfutable. Et ici, c'est bien plus compliqué qu'on ne le pense. Ce qui rend cette affaire extrêmement difficile pour l'accusation, c'est quand même un dossier où vous n'avez aucune trace. Lorsque les gendarmes font les premières constatations le matin, ils notent qu'il n'y a pas de traces de violence, pas de traces de lutte, il n'y a pas de traces d'effacement, de nettoyage. Donc, visiblement, pas de scène de crime à l'intérieur, en tout cas. Aucune trace de violence, ni de sang. Pour autant, peut-on être certain qu'un crime n'a pas eu lieu dans cette maison? Perrine Rogier-Dubert est commandante à la police scientifique, spécialiste des scènes de crime. Son travail, relever justement ce genre d'indices. Il est des scènes de crime qui ne comportent aucune trace de sang, visible ou même invisible, qui aurait été rendu visible par le Blue Star, tout simplement parce qu'il existe des homicides sans perte hémorragique. En cas de strangulation manuelle, c'est une mort sèche, il n'y a pas d'épanchement sanguin et pas de perte hémorragique. Donc c'est une scène de crime non sanglante. Les experts ont néanmoins relevé des traces suspectes sur le pyjama du père de famille. Quelques gouttes de sang, dont l'ADN colle parfaitement avec celui de Delphine. Sur le pyjama panda donc, de Cédric, il y a quelques traces, des micro-traces de sang de Delphine, des traces qui pourraient s'assimiler à de la salive aussi dans le dos. Mais là, difficile de dater quand on remonterait ces traces en fait. Cette micro-goutte de sang ne signifie rien. En dehors de ça, pas de trace de sang. Tout a été étudié. Tout. Vous n'avez rien. Des gouttelettes de sang qui pourraient n'avoir aucun lien avec cette affaire. Dès le lendemain de la disparition de Delphine, Cédric Jubilard est ausculté par les médecins. Et là encore, hormis 2 petites lésions, il ne trouve rien. Voilà, c'était un examen classique où on essaie de voir s'il n'y a pas des traces sur lui, des traces de défense, des traces de lutte, sur ses mains, sur ses avant-bras. Au niveau du haut du corps, on remarque des lésions, des embrasures. Donc ces lésions, dont une de 10 cm sur le haut du corps et une petite sur l'avant-bras, on ne peut pas vraiment les dater. Cédric Jubilard, peintre en bâtiment, donne de son côté une explication toute simple, mais plausible. Il se serait égratigné en posant des lattes de parquet chez un client. Il vous explique que c'est un ouvrier très investi, qu'il a pu se blesser effectivement sur les lieux de chantier. Reste qu'on trouve, certes des lésions minimes, mais des lésions portées par Cédric Jubilard, qui pourrait, le cas échéant, corroborer une scène de lutte. C'est un peu dérangeant parce qu'on n'a pas de photos, on n'a même pas de description de ces griffures. On ne sait pas si elles sont récentes ou anciennes, on ne sait pas si elles sont déjà très croûteleuses ou sanguinolentes, on n'a aucune information là-dessus. Moi, je ne sais pas trop ce qu'on peut en tirer comme conclusion. Là encore, pour cette spécialiste de la police scientifique, des crimes sans trace de lutte ni de violence, elle en rencontre régulièrement. En cas de strangulation manuelle ou étranglement au bras, il n'y a pas de raison que l'auteur se blesse. Il peut être blessé par la victime si la victime est en position de se défendre et ainsi griffer ou mordre le bras de l'auteur qui est autour de son cou. Mais sinon, il n'y a aucune raison que l'auteur soit blessé. Pas d'indice probant. Alors tous les regards se portent sur les éléments matériels. Une habitude a-t-elle changé? Un détail oublié pourrait éventuellement confondre le mari. Et c'est peut-être dans la voiture de Delphine Jubilard que se trouve la réponse. À leur arrivée sur les lieux, les enquêteurs constatent de la condensation sur les vitres. Alors la condensation, c'est donc un expert qui relève qu'il y a effectivement des traces de buée sur les vitres de la voiture, qui s'expliquerait par une présence humaine à l'intérieur. Donc c'est un élément, alors on peut le discuter, ça sera discuté au procès. Est-ce qu'il faut nécessairement une présence humaine pour qu'il y ait de la condensation ou de la buée dans cette voiture? Et un autre élément troublant vient s'ajouter. Le témoignage d'un autre voisin,
qui connaît bien les habitudes de Delphine. Lui dit une chose, c'est que de manière habituelle, il n'est pas le seul d'ailleurs à l'affirmer, il y a une amie de Delphine qui le dit également, de manière habituelle, le véhicule est garé, le nez en direction de la montée de la pente. Voilà, c'est comme ça qu'elle avait l'habitude de se stationner. Mais au petit matin, lorsque cet artisan monte dans son camion, il se fait la réflexion, la voiture a changé de place. C'est-à-dire qu'on a déplacé le véhicule parce que ce véhicule, effectivement, est stationné à l'envers. Donc là, il y a manifestement un problème. Ça sous-entendrait que la voiture a été déplacée et que Cédric Jubilard aurait utilisé la voiture pour transporter le corps de sa femme dans la nuit. Mais la fouille et l'analyse minutieuse de cette voiture ne donneront rien. Une fois encore, aucun indice, aucune preuve. Mais après des mois d'enquête, les gendarmes pensent enfin tenir l'élément pour confondre Cédric Jubilard. Une paire de lunettes appartenant à Delphine, retrouvée brisée dans le salon du couple. Un détail auquel les enquêteurs n'avaient au départ prêté aucune attention. Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode exceptionnel consacré à l'affaire Jubilard. Dans la seconde partie, vous allez découvrir les tout derniers développements de cette incroyable histoire. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Dans la seconde partie de cet épisode exceptionnel, consacré à l'affaire Jubilard, vous allez découvrir les tout derniers éléments de cette incroyable histoire. Vous entendrez les voix de l'ex-compagne de Cédric Jubilard, des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur le dossier. Bonne écoute. Ces lunettes, elles arrivent un petit peu après dans l'enquête. On se rend compte que ça peut être un élément important, ça peut être un nouvel élément à charge. Donc on va faire une série de tests sur ces lunettes pour savoir dans quelle mesure elles peuvent se casser. Et donc confions-les à la Direction Générale de l'Armement qui, à grand renfort d'expertise, va nous dire quelle force il faut pour les casser, qu'est-ce qui est exclu, qu'est-ce qui est possible. Et tout comptant, ils ont une expertise qui leur dit qu'il faut un coup de l'extérieur vers l'intérieur et que ces lunettes ne peuvent avoir été cassées en marchant dessus ou en tombant de la hauteur d'un individu. Le problème de cette expertise, c'est qu'elle part sur une paire de lunettes identiques, mais neuves. Donc c'est quand même un problème puisqu'on sait que ces lunettes étaient cassées. On le sait parce que plusieurs témoins nous le diront. Et on le sait également parce que l'enfant le dira et même fera un dessin. Vous avez un dessin dans le dossier où il mettra deux traits, des endroits pile que l'on retrouvera quand on s'intéressera à ces lunettes plus d'un an après, où elles sont cassées. Et puis surtout, ils vont faire ce qu'il y avait à faire, c'est-à-dire ils vont faire un test Blue-Star sur les lunettes pour voir s'il y a des traces de sang sur ces lunettes. Parce que si on part du principe qu'elles sont cassées parce qu'un coup de poing a été porté au visage de Delphine, pensez bien que les lunettes devraient comporter quelques traces de sang. Ça constitue pas une preuve en fait. L'enfant dit que les lunettes de sa maman sont déjà cassées, détériorées. On ne sait pas jusqu'à quel niveau. Après, que Cédric les ait laissées traîner, s'il était coupable, paraît pas non plus quelque chose d'aberrant, parce que c'est pas forcément à charge. Et puis ça peut être un oubli de sa part, en fait. Donc oui, on le relève, oui, on le note quelque part, mais ça n'a pas une importance essentielle dans la détermination des pistes, à mon sens. Mais les enquêteurs vont néanmoins trouver un détail inhabituel dans cette soirée du 15 décembre. Et ce, en analysant la téléphonie. Cédric Jubilard est accro à son téléphone. Il ne s'en sépare jamais et celui-ci est constamment allumé. Car depuis quelque temps, il a développé une obsession pour les jeux en ligne. Et c'est au travers de l'un de ces jeux, justement, qu'il fait la connaissance de Cyril. La rencontre avec Cédric Jubilard, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est plutôt lui qui est venu me trouver. On jouait à un jeu en ligne qui s'appelait Game of Thrones Conquest, un jeu que j'avais sur mon iPhone. Et donc il est rentré en contact avec moi, il y a le chat du jeu, on s'entendait sur les techniques au sein du jeu. Et de cette rencontre va naître une amitié virtuelle. Cédric était quelqu'un qui n'avait pas forcément beaucoup d'amis autour de lui.
et qui trouvait dans ce jeu un peu une sphère sociale qui lui manquait dans son quotidien. Donc rapidement, ça l'a amené à parler un peu de tout et de rien, de sa vie en général. Derrière cet univers qu'il se construit, se cache une vraie addiction. Car Cédric Jubilard dépense beaucoup d'argent pour s'assurer de faire partie des meilleurs joueurs. Ce qu'on a beaucoup vu dans les médias où il était dépeint comme quelqu'un qui passait son argent dans la drogue pour s'acheter du cannabis et qui prenait la carte de Delphine pour s'acheter son shit, tout ça. Le gros de ses dépenses venait de ce qu'il mettait dans les jeux en ligne. Et on pouvait aller sur des sommes hallucinantes. On pouvait aller à 1000, 1500 € dans le mois pour pouvoir gonfler ses personnages et être quelqu'un de connu et de reconnu dans le jeu. Il le vivait vraiment comme une addiction, comme un héroïnomane aurait été sensible à son fixe et à son injection quotidienne. Pour lui, il savait que c'était un problème. Il savait que c'était quelque chose qui mettait à mal son quotidien, mais c'était plus fort que lui. Il n'y arrivait pas. Cette addiction à son téléphone portable va faire partie des éléments cruciaux de cette affaire et qui va particulièrement intéresser les enquêteurs. Aujourd'hui, à travers toutes les séries qu'on peut avoir d'affaires criminelles, on sait que la téléphonie, c'est souvent un élément central et c'est une des premières choses que la police va regarder. Le soir de la disparition, à 22h08, le téléphone de Cédric s'éteint brusquement. Et ce n'est pas du tout dans les habitudes du père de famille. Il dit que son téléphone s'était éteint parce qu'il jouait à Game of Thrones lors de sa balade nocturne vers 22h, mais manifestement ça ne colle pas avec les habitudes qu'il a les jours précédents avec ce téléphone. En fait, Cédric Jubilard, il vit avec son téléphone au bout des doigts. Il est joueur, compulsif, et il ne se laisse jamais surprendre par un défaut de charge. Son téléphone, il ne l'éteint jamais. On a repéré un seul cas, sur l'ensemble de l'année, où il y avait eu une rupture de charge. Sauf que l'on sait que ce téléphone, il est complètement défectueux. La batterie est défectueuse, elle est boursouflée. Ce sont les gendarmes eux-mêmes qui l'ont constaté. Qui ont constaté que la batterie était un petit peu gonflée, qu'elle ne marchait pas et que du coup le téléphone pouvait avoir des variations dans la charge. Et ils constateront même, ils dresseront un procès-verbal que lorsque ils essayent d'exploiter ce téléphone en le branchant sur secteur, et bien malgré tout la batterie se décharge et continue à dysfonctionner. Alors peut-on y voir le signe d'une préméditation, ou au moins la volonté de créer un trou dans son emploi du temps. Pour notre criminologue, difficile aujourd'hui dans ce genre d'affaires de tirer des conclusions avec la seule analyse de la téléphonie. On va avoir des violeurs sériels qui vont laisser leur téléphone à la maison et en profiter pour partir. Donc un téléphone qui est localisé à un endroit, c'est quelque chose que maintenant on prend avec beaucoup de précautions. Un téléphone éteint de la même façon. Cédric Jubilard rallumera son téléphone à 3h53 précisément, 15 minutes avant son appel à la gendarmerie. Malgré des soupçons, là encore, les indices de la téléphonie ne suffisent pas pour incriminer le mari. Mais c'est dans ce téléphone néanmoins, et celui de Delphine, que les enquêteurs vont réussir à pénétrer dans l'univers des Jubilard. Depuis plusieurs mois, le couple traversait une grave crise conjugale et s'apprêtait même à divorcer. Depuis leur rencontre en 2005, Cédric et Delphine filent le parfait amour. En 2013, ils décident de se marier et un an plus tard, ils accueillent leur premier enfant. Puis une petite fille vient compléter le tableau de la famille idéale, une famille qui vit dans cette maison à Cagnac-les-Mines. Cette maison, c'est Cédric lui-même qui l'a construite, en grande partie. Mais les années passent et le chantier n'avance plus. Au point de devenir une source de tension majeure entre les deux époux. Je vous propose qu'on découvre ensemble l'univers de la famille Jubilard. L'habitation est une source d'information sur la façon dont les gens vivent, les photos qu'ils mettent, comment ils investissent leur famille, leurs loisirs. Enfin, c'est l'intimité même de la personne. Elle raconte beaucoup de choses, cette maison.
Il laisse la maison qu'il s'était engagé à construire complètement à l'état d'abandon. Ça en est même dangereux pour les enfants parce que bon, il y a des ferraillages, des briques. Il n'y a pas de crépi, il n'y a pas de portail. À l'intérieur, il y a des fils encore qui sont apparents. C'est un capharnaüm. Hein. Cette maison, elle est en elle-même l'expression d'un conflit. Il y a la volonté d'une maison. Et en même temps, il y a le laisser-aller, l'incapacité à agir de celui qui est supposé la bâtir. Et effectivement, à ce titre, elle a pu servir de révélateur de l'incompatibilité entre les deux personnalités. Delphine, qui était sensible, altruiste, un peu perfectionniste, et lui qui était essentiellement centré sur son confort et son plaisir du moment. À l'été 2020, la belle image du couple amoureux n'existe plus. Delphine est très agacée et les SMS entre les deux époux sont parfois très virulents. Quand Delphine explique qu'elle en a marre d'une vie de bidochon, c'est pas simplement cette vie, c'est lui. C'est ta faute si on mène cette vie de bidochon parce que tu n'as pas respecté les promesses que tu nous as faites. Il y a certainement, comme dans beaucoup de ménages, un décalage entre l'idéal qu'on s'est fixé de vie, que ce soit conjugal ou familial, et la réalité. Et il s'avère que peut-être que pour Delphine, ce décalage est devenu insupportable et qu'elle a décidé de mettre fin à ce mariage, d'autant plus qu'elle était encore très jeune. Hein. L'idée de pouvoir reconstruire quelque chose et d'atteindre cet idéal ne devait pas lui être étranger. D'ailleurs, le couple va chacun de leur côté aller voir un avocat, donc on était véritablement dans une avancée judiciarisée de la séparation. Une séparation qui semblait ne pas effrayer Delphine, même vis-à-vis de ses enfants. Leur bonheur, le plus important, c'est ce qui m'importe le plus. Ah, parce que le divorce, c'est bien pour eux. Mieux que de vivre dans ces conditions. Je suis fille de parents divorcés, j'en suis pas morte. Au contraire de Cédric, chez qui cette situation semble remuer un passé bien douloureux. Il a souvent dit que lui, c'était son rêve, c'était de construire une famille, c'était de bâtir une maison, c'était de se construire un environnement finalement qu'il n'avait pas eu quand il était enfant. Et il voulait pas reproduire, pas faire vivre à ses enfants ce qu'il a lui-même vécu. Le parcours de Cédric n'a pas été un parcours facile. Il est né d'une maman extrêmement jeune, sa maman avait 16 ans. D'un père tout aussi jeune qui ne s'en occupera pas, pour ainsi dire qu'il abandonnera. Il a été ballotté de famille d'accueil en famille d'accueil, de foyer en foyer. Il n'a pas connu, si vous voulez, un cadre éducatif vraiment stable. On note énormément de carences éducatives, carences affectives. Nous, ça nous donne un contexte extrêmement défaillant dans la construction de la personne de Cédric. Parce que quand on passe d'une famille à une autre, quand on nous donne à notre mère, qu'on nous reprend, il y a quelque chose qui se joue où on se demande, un, si l'on est aimé, deux, si on est quelqu'un que l'on peut aimer. Et ça fait de lui un homme qui peut tout donner par amour et en même temps qui peut être totalement détruit et être dans la haine de l'autre parce qu'on lui retire cet amour. Et c'est dans ce contexte d'un couple en perdition que Delphine va faire une rencontre décisive. Quand votre femme vous quitte, la première des questions que vous allez vous poser, c'est de savoir si elle vous quitte à cause de vous ou pour un autre que vous. Évidemment qu'il va voir sa femme s'apprêter. Delphine, c'était pas le genre, surtout ces derniers temps, mais là, il va voir qu'elle s'apprête, qu'elle se maquille. Enfin, les témoins le diront. Il va s'interroger. Il va, à un moment donné, voir qu'elle avait pu louer des voitures. Il va s'interroger sur ce comportement. Il va se convaincre que peut-être elle a un amant. Il en est quasi convaincu, mais il n'en a pas la preuve. Alors, pendant des semaines, Cédric Jubilard va justement chercher cette preuve. Il va espionner sa femme, fouiller les comptes bancaires et finalement découvrir que Delphine a bien une relation extra-conjugale. Et ce n'est pas une aventure quelconque, c'est une passion amoureuse. Cédric Jubilard se sent humilié et trahi par sa femme. Obsédé par le départ inévitable de Delphine,
l'homme semble petit à petit perdre pied. Et à l'automne 2020, Cédric Jubilard profère des menaces contre sa propre femme. Si elle me l'a fait à l'envers, sous-entendu, si elle a quelqu'un, je vais la tuer, je l'enterrerai et vous ne la retrouverez jamais. Des menaces qu'il crie haut et fort à plusieurs personnes. Des paroles qui n'ont pas de sens, qui découlent d'une colère à ce moment-là, parce que Cédric est capable de s'emporter en paroles, c'est comme ça qu'il est décrit, d'employer des mots parfois qui peuvent être blessants à l'égard des autres, des mots vulgaires, en paroles, ça oui, ça correspond à sa personnalité. Alors est-ce qu'il a dit, comment ça me faire chier, je vais la crever? Oui, certainement. Mais on en fait quoi là aussi? Moi, tel que je l'entends, c'est de prendre à partie l'autre pour dire elle me déshonore et ça va pas se passer comme ça. Enfin, c'est quelque chose qui s'exprime à travers la rancœur, la rancune et la colère. Néanmoins, tout le monde ne les dit pas. Cédric est alors un homme blessé. Les enquêteurs pensent enfin tenir une piste, celle d'un mari trompé. Alors secrètement, ils vont scruter le comportement de Cédric Jubilard dans les jours qui suivent la disparition de sa femme. Et celui-ci interpelle. En quelques jours seulement, l'affaire prend une ampleur médiatique. Une battue citoyenne est organisée à Cagnac-les-Mines et tous les regards se tournent vers celui que l'on soupçonne déjà. Au cours de cette marche, donc il s'isole de temps en temps, il regarde dans les sous-bois, il jette un regard furtif par-ci par-là. Et voilà, jusqu'à 12h30, alors que les bénévoles, eux, continueront pendant toute l'après-midi, lui, il décide de s'arrêter. Ce qui est frappant, c'est son indifférence affective, d'une part, et son manque de curiosité, d'autre part. Il est d'une grande froideur. On sent qu'il n'y a pas chez lui la douleur profonde de celui qui a perdu un être cher. Il va la chercher, Delphine. À un moment donné, les gendarmes vont lui dire non, ne cherchez pas tout seul. Ne multipliez pas les recherches s'ils n'ont pas envie qu'on interfère dans l'organisation qu'ils ont des recherches. Je ne sais pas quel est le bon comportement de l'homme inquiet de la disparition de sa femme. Est-ce que c'est celui qui pleure beaucoup, qui pleure trop? Est-ce que c'est celui qui ne pleure pas assez? Je crois surtout que on essaye par ce biais-là, parce qu'on n'a rien d'autre, de faire de Cédric Jubilard quelqu'un dont le comportement serait le comportement d'un homme coupable. Dès le départ, on scrute le comportement de Cédric, car tout le monde a en tête une autre affaire de disparition. Un mois plus tôt, Jonathan Daval a été condamné à 25 ans de prison pour le meurtre de sa femme Alexia. Avant d'être désigné comme le meurtrier, l'homme s'était affiché en pleurs, devant les caméras et les micros. Cédric, lui, on se rend compte que lors des premiers jours de sa disparition, il veut pas avoir cette image de Jonathan Daval. Il veut pas qu'on le prenne pour cet homme qui s'exprime attristé devant les caméras. Donc il veut fuir cette image de Jonathan Daval parce qu'il veut pas qu'on lui colle cette étiquette. On sort de l'affaire Jonathan Daval. Donc c'est un féminicide, c'est quelque chose qui se passe à huis clos. Il nous rappelle cet homme qui était en pleurs dans les bras de sa belle-mère au moment de la marche blanche. Or, on apprendra quelques semaines, quelques mois plus tard qu'en réalité, il est l'auteur du meurtre de sa femme. Quand quelques semaines après, une jeune mère de famille disparaît à son tour, eh bien, je dirais que immédiatement, la France entière va se dire, eh bien, c'est une nouvelle affaire Daval. Cédric Jubilard, lui, souhaite apparaître comme un homme discret. Et pourtant, en coulisses, cette notoriété soudaine n'est pas pour lui déplaire. Il a une attitude qui est parfois qualifiée d'un peu hautaine, m'as-tu vu, et à prendre plaisir à la médiatisation. C'est quelqu'un qui est un monsieur tout le monde avant tout ça. Et c'est vrai que là, il est projeté au milieu de la scène médiatique. Bon, pas pour des super bonnes raisons quand même, c'est pas quelque chose qui vient de valoriser. Avoir de la notoriété, de la reconnaissance sociale, Cédric Jubilard, c'est tout ce dont il rêvait. C'est ce qu'il n'avait jamais eu. D'un côté, il était paumé parce qu'il avait perdu tous ses repères en perdant Delphine. D'un autre, il était galvanisé par sa nouvelle notoriété publique qui était totalement inattendue et qui a pris ce côté un petit peu malsain.
c'est quelqu'un qui n'est pas capable de parler de manière très positive d'une femme dont la disparition, prétend-il, l'inquiète beaucoup. Ça questionne. C'était pas un comportement affectueux, c'était pas un comportement d'amoureux ou de mari honorant la personnalité de son épouse comme il aurait dû le faire. Il se met en jeu dans les médias. Il fait son humour noir, il surjoue ça. Le côté contre-productif de cette attitude et le fait que ça pouvait le désigner complètement ou du moins faire de lui la personne à mettre en cause en priorité, ça je vous dis, je ne pense pas qu'il n'y ait ne serait-ce que réfléchi 5 minutes. La médiatisation fait tourner la tête de plus d'une personne et être célèbre le temps d'un moment, ça peut être quelque chose de galvanisant, on devient quelqu'un. Donc Cédric n'est pas épargné aussi peut-être par cette célébrité d'un moment qui lui plaît. Alors fort de son statut de petite célébrité, Cédric Jubilard est bien décidé à rapidement refaire sa vie. Et peu importe que cela choque. 4 mois seulement après la disparition de sa femme, il est de nouveau en couple et ne s'en cache pas, bien au contraire. Pour moi, dans son schéma qui est assez binaire, c'est j'ai plus de femme, j'en retrouve une. C'est quelqu'un qui a une personnalité, on l'a dit, potentiellement vulnérable affectivement. Donc c'est typiquement le genre de personne qui va très vite se recaser, parce que c'est des gens qui ont besoin d'être aimés, d'être étayés par quelqu'un. Donc pour moi, ça me paraît pas si fou, coupable ou non coupable, qu'il refasse très vite sa vie, entre guillemets. On sait qu'il était déjà inscrit sur des sites de rencontres, qu'il était déjà dans une recherche de remplacer Delphine pendant qu'elle était en vie. Donc ça paraît pas si aberrant qu'il continue alors qu'elle est disparue. Je deviens quelqu'un de connu pour tout le monde, j'ai plein de femmes qui m'écrivent, plein de journalistes qui veulent avoir ma photo, tout le monde est après moi, je suis l'ennemi public numéro 1, magnifique. S'il a une notoriété à ce prix, bon, après tout ça va. À mon avis, dans sa tête, c'est comme ça qu'il raisonnait. Petit à petit, le nombre d'indices ou de comportements jugés suspects se multiplie contre le père de famille. Et c'est dans l'une des auditions du fils aîné que les enquêteurs pensent enfin trouver ce qui aurait pu transformer les menaces en passage à l'acte. Oui, il y a un facteur déclenchant. Je pense qu'effectivement, les choses se sont accélérées au cours des derniers jours. On sait que Cédric Jubilard va apprendre de la bouche de son propre fils que celui-ci a été mis en contact avec le copain de maman. Et il va le livrer à son père. J'ai parlé avec lui, j'ai parlé avec son fils. Et on a parlé de nos Playmobil. Delphine semblait avoir déjà un pied dans sa vie d'après. Dans son téléphone, les enquêteurs vont tomber sur la dernière conversation avec son amant. Une conversation dans laquelle l'homme annonce avoir quitté sa femme et les deux amoureux semblent se faire la promesse de s'installer ensemble très bientôt. C'est dans ce contexte que Delphine rentre chez elle, ce 15 décembre 2020. Et le soir même, elle se serait fait griller, selon Cédric Jubilard lui-même, en expédiant une photo d'elle en tenue de nuit. Et je pense que Delphine Jubilard a pu, sur interpellation de Cédric, prononcer des mots qui tuent. Delphine allait partir. Donc elle allait s'installer à Albi dans un premier temps avec ses enfants, pour ensuite aménager avec son amant, prendre quelque chose d'un peu plus grand. Ce serait pas le premier mari à tuer sa femme, car il ne supporte pas l'idée qu'elle puisse aller être heureuse ailleurs et construire ailleurs. En plus, vivre avec un autre avec qui potentiellement, en plus, elle voulait reconstruire une vie familiale. Moi, j'ai toujours dit que le passage à l'acte, c'est un moyen de reprendre le contrôle de sa vie. Donc, dans la plupart des féminicides, c'est reprendre le contrôle de la relation, reprendre le contrôle sur l'autre. Donc, c'est ce qui potentiellement a pu se passer avec Cédric. Mais ça ne reste que des hypothèses, on ne sait pas. C'est donc un dossier complexe que la cour d'assises d'Albi va devoir juger. Un meurtre sans corps, sans aveu, mais avec un possible mobile. Une affaire à la croisée de deux principes judiciaires, une condamnation par l'intime conviction
ou un acquittement au bénéfice du doute. Je vais vous livrer ma profonde conviction. Le fait qu'on ne retrouve pas le corps de Delphine, ça nous rapproche d'une responsabilité pénale de son mari. Comme il l'avait annoncé, tu as décidé de me quitter, je vais te rayer de la surface de la terre et même ton corps disparaîtra à la mémoire effectivement de ceux qui auraient vocation à te pleurer. Ça ne peut pas être une disparition volontaire. Cette disparition, c'est une mort. On va au procès avec cette ligne de défense qui consiste à ramener tout le monde, non pas vers le fantasme, non pas vers des hypothèses, non pas vers des « oh, il a quand même une sale gueule, Cédric Jubilard, c'est sûrement lui qui a fait le coup ». C'est-à-dire qu'on va appeler tout le monde à la justice telle qu'elle est, telle qu'elle doit être, et telle qu'ils aimeraient qu'elle soit pour eux-mêmes ou pour leurs proches. Si le dossier ne comporte pas la preuve absolue de la culpabilité de Cédric Jubilard, un élément dont on parle peu pose question et interpelle Emma Oliveira. Pour moi, l'élément le plus troublant, c'est le manque de cohérence du fait que Delphine soit sortie ce soir-là, promener les chiens en plein hiver. Si aujourd'hui, c'était démontré qu'elle soit vraiment sortie, je pense pas que Cédric sera en prison. Si Delphine n'est pas sortie, ça peut être que Cédric. C'est pas possible autrement, en fait. Donc on va pas prouver qu'il est coupable, on va prouver qu'il ne peut pas être innocent, ce qui n'est quand même pas pareil. Merci d'avoir écouté la seconde partie de cet épisode exceptionnel consacré à l'affaire Jubilard. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. À bientôt. C'était une nuit de décembre glacial, une de celles où le vent siffle à travers les collines du Tarn et fait grincer les volets des maisons endormies. À Cagnac-les-Mines, un petit village paisible, les rues étaient désertes. Les lumières de Noël brillaient faiblement derrière les vitres embuées. Dans une maison en périphérie, une femme, Delphine Jubilard, préparait son sac pour le lendemain. Elle était infirmière, mère de 2 enfants, et depuis quelques mois, son sourire semblait plus fragile. Son mari, Cédric, la regardait sans un mot, assis sur le canapé, le regard vide fixé sur l'écran de son téléphone. L'atmosphère entre eux était devenue lourde, faite de silences étirés, de petites phrases piquantes et de secrets murmurés au téléphone. Delphine s'était confiée à ses amis. Elle voulait partir. Elle avait rencontré quelqu'un, un autre homme, un souffle nouveau dans sa vie étouffée. Mais dans les petites villes, les murs ont des oreilles et les rumeurs courent plus vite que le vent. Ce soir-là, tout semblait normal en apparence. Les enfants dormaient, un sapin décoré clignotait dans le salon et la maison baignait dans une tranquillité trompeuse. Vers 22h, Delphine envoie un dernier message à son amie. « Bonne nuit ma belle, on se voit demain au boulot. » Ce sera le dernier signe de vie connu. À 4h du matin, Cédric appelle la gendarmerie. « Ma femme a disparu. » Les premières heures de l'enquête s'enchaînent dans un mélange d'urgence et d'incrédulité. Les gendarmes connaissent bien la région. Ils savent qu'une disparition nocturne, en hiver, est rarement anodine. Ils fouillent les environs, battent les champs, interrogent les voisins. Rien. Pas de traces de lutte, pas de sang, pas de bruit suspect. La maison est en ordre, presque trop en ordre. Le téléphone de Delphine reste muet. Son sac à main est là, sa voiture aussi, comme si elle s'était simplement volatilisée. Rapidement, les enquêteurs s'intéressent à la relation du couple. Les voisins parlent de disputes, de cris étouffés derrière les murs. Certains affirment que Cédric paraissait nerveux ces derniers temps, qu'il semblait craindre quelque chose, mais il se défend, calme, presque froid. Elle est peut-être partie, elle en parlait depuis des semaines. L'hypothèse d'une fuite volontaire prend forme, mais se heurte à la logique. Quelle femme part en pleine nuit, en pyjama, laissant enfants et effets personnels derrière elle? Les jours passent, la tension monte, les battues se multiplient, les hélicoptères survolent la zone, les plongeurs fouillent les puits et les lacs. Les journalistes affluent. Le visage de Delphine s'affiche sur tous les écrans. Sa disparition devient une affaire nationale. Cédric, lui, reste dans la maison, seul avec ses souvenirs. Les caméras le montrent, silhouette sombre derrière les rideaux, parfois un sourire crispé face aux journalistes. Certains le trouvent courageux, d'autres y voient une étrange indifférence. Puis viennent les confidences. Les amis de Delphine racontent les tensions, les humiliations, les mensonges.
Elle parle de son envie de recommencer ailleurs, avec un autre homme qu'elle appelait « mon confident ». L'histoire prend alors une autre tournure, celle d'une femme prisonnière d'un couple en décomposition, qui rêve d'évasion, et d'un mari qui sent la terre se dérober sous ses pieds. Les enquêteurs fouillent dans le téléphone de Cédric, découvrent des recherches sur la localisation de son épouse, des captures d'écran, des discussions étranges. Mais rien de concret, rien qui prouve le pire. Le soir du drame, un voisin dit avoir entendu aboyer les chiens, un autre a vu une lumière s'allumer dans le jardin vers minuit. Des détails, des fragments, rien de décisif. Pourtant, une sensation tenace s'installe. Quelque chose cloche. La famille de Delphine refuse de croire à une fugue. Sa mère, Nadine, se bat chaque jour pour faire entendre sa voix. Ma fille n'aurait jamais abandonné ses enfants. Elle organise des marches, des appels à témoins, des prières publiques. Chaque regard, chaque geste de Cédric est désormais analysé, commenté, scruté. Un soir, devant les caméras, il dit « J'espère qu'elle va bien », mais sa voix tremble à peine. Certains y voient de la douleur contenue, d'autres du cynisme. Pendant ce temps, les gendarmes continuent leur travail, minutieux, acharnés. Ils fouillent les alentours, creusent les terrains vagues, inspectent la maison de fond en comble. Rien. Aucune trace de Delphine. Les semaines deviennent des mois, et le mystère s'épaissit. Les discussions sur les plateaux télé se multiplient. A-t-elle été enlevée? A-t-elle mis en scène sa disparition? Ou est-elle victime d'un crime parfait, orchestré dans le silence d'un couple brisé? Les témoignages contradictoires s'accumulent. Une amie affirme que Delphine craignait pour sa vie. Une autre jure qu'elle était heureuse et prête à tourner la page. Le nouveau compagnon présumé de Delphine, un homme marié vivant à plusieurs centaines de kilomètres, reste discret, protégé par l'anonymat. Il confirme simplement « Nous avions un projet ensemble ». Les enquêteurs y voient une clé. Et si le déclencheur avait été là, dans cette liaison? Si la jalousie, la peur de perdre, avaient conduit à l'irréparable? Cédric continue à clamer son innocence, tout en accusant les médias de le diaboliser. Pourtant, chaque détail du dossier semble converger vers lui. Son comportement, ses contradictions, son calme déconcertant. Mais sans corps, pas de crime. Sans preuve, pas de coupable. Le mystère se fige. C'est alors qu'un élément inattendu surgit. Un témoin affirme avoir vu, dans la nuit du drame, une silhouette féminine marcher seule sur la route départementale. D'autres disent avoir aperçu une lumière étrange dans la forêt voisine. Ces pistes, aussi vite évoquées qu'abandonnées, relancent périodiquement l'enquête, comme des flammes dans la nuit. La France tout entière se passionne pour cette affaire, mélange d'amour trahi, de silence et d'ombre. On y voit un drame conjugal banal devenu énigme nationale, un miroir des peurs modernes. Que savons-nous vraiment de ceux avec qui nous vivons? Dans la maison des Jubillards, le temps semble suspendu. Les jouets des enfants traînent encore dans le salon. La cafetière est toujours là, prête à servir un dernier café jamais bu. Et dans ce décor figé, un seul mystère demeure. Où est Delphine? L'hiver s'étire sur Cagnac-les-Mines. Le vent balaie les rues, emportant les dernières guirlandes de Noël. Les affiches avec le visage de Delphine commencent à se faner sous la pluie. Mais sa disparition hante toujours le village. On en parle au marché, dans les cafés, à la boulangerie. Chacun a son avis, sa théorie, son soupçon. Et toujours, le même nom revient, Cédric. Ce mari qui ne pleure pas, qui se montre, qui parle, mais dont les mots sonnent faux. Les gendarmes, eux, observent, écoutent, attendent le moment où le vernis craquera. Au départ, Cédric a semblé coopératif. Il ouvre sa porte, accepte les fouilles, répond aux questions. Il se dit épuisé, abattu, mais il reste étrangement calme, trop calme. Les enquêteurs notent tout, ses hésitations, ses lapsus, ses contradictions. Quand on lui demande à quelle heure il s'est couché, il hésite. Quand on l'interroge sur les vêtements portés par Delphine, il se trompe. De petits détails, mais dans une affaire où tout repose sur des nuances, ces détails deviennent essentiels. L'enquête s'oriente rapidement vers un faisceau d'indices indirects. On fouille les téléphones, les ordinateurs, les relevés GPS. Rien de probant, mais un schéma se dessine. Cédric a menti sur certains points. Il prétend ne pas connaître le mot de passe de Delphine, pourtant, il l'avait utilisé. Il dit avoir dormi paisiblement, mais les relevés téléphoniques montrent une activité à des heures étranges. Il soutient que les chiens n'ont pas aboyé,
alors que plusieurs voisins affirment le contraire. L'enquêteur principal, un homme au regard perçant et à la voix douce, note dans son carnet « Incohérence comportementale majeure ». C'est le début d'une lente désagrégation de la version officielle. Pendant ce temps, les médias s'emparent du drame. Les plateaux de télévision deviennent des tribunaux. Des psychologues, des criminologues, des voisins, tous analysent que le visage de Cédric, ses gestes, ses silences. Le pays tout entier observe ce couple devenu symbole de la tragédie domestique moderne. Certains le défendent. Il est victime d'un acharnement médiatique. D'autres sont convaincus qu'il joue un rôle. La vérité, elle, se cache dans le brouillard. Cédric, sous pression, multiplie les interviews, parfois maladroites, parfois provocantes. Il parle de Delphine au passé, puis se reprend. Il sourit quand il devrait être grave. À chaque apparition, il creuse un peu plus son propre trou. Les enquêteurs, eux, continuent leur patient travail. Ils reconstituent les heures manquantes, interrogent les enfants. Le fils aîné, un petit garçon trop jeune pour comprendre, dit un jour à sa grand-mère « Papa, il a crié très fort cette nuit-là. » Une phrase qui glace le sang. Mais l'enfant est jeune, influençable. Rien ne peut être retenu. Et pourtant, cette phrase tourne dans la tête des enquêteurs comme un écho invisible. Les jours deviennent des mois. Le 15 juin 2021, 6 mois après la disparition, une perquisition spectaculaire a lieu. Des dizaines de gendarmes, des chiens spécialisés, des drones, tout un dispositif déployé autour de la maison. Les journalistes campent devant le portail, les voisins observent derrière leurs rideaux. L'air est saturé de tension. On cherche un corps, un objet, un indice. On ne trouve que du vide, mais un vide suspect. Dans le garage, un seau d'enduit attire l'attention. Cédric est plaquiste de métier. Certains se demandent si la maison elle-même ne cache pas un secret. On gratte les murs, on ausculte les sols, rien. Mais le doute grandit. Les amis de Delphine, eux, se mobilisent. Ils créent des groupes sur les réseaux sociaux, organisent des battues citoyennes. L'amour qu'ils portaient à leur amie se transforme en colère. Ils racontent sa vie de femme blessée, sa solitude, ses rêves étouffés. Ils disent qu'elle voulait divorcer, qu'elle avait peur. L'une d'elles confie aux enquêteurs « Elle m'a dit qu'elle ne tiendrait plus longtemps ». Ces mots résonnent comme un pressentiment. Et pendant ce temps, dans la maison des Jubillards, Cédric repeint les murs, change les rideaux, refait le jardin, comme s'il voulait effacer quelque chose. La tension monte d'un cran lorsque la maîtresse supposée de Cédric, une femme rencontrée sur Internet, est entendue. Elle parle d'un homme possessif, parfois instable, qui se plaignait sans cesse de sa femme. Les enquêteurs dressent le portrait d'un mari jaloux, blessé, incapable d'accepter l'abandon. Mais il continue à nier. « Je n'ai rien fait, je veux juste qu'on la retrouve. » Pourtant, une phrase le trahit lors d'un entretien avec les gendarmes. À la question « Pensez-vous qu'elle soit encore en vie ?» Il répond « Non, je pense qu'elle est quelque part, là, dans le coin. » Pourquoi dans le coin? Pourquoi cette certitude soudaine? Les enquêteurs notent encore. Puis vient le moment que tout le monde redoute. La garde à vue. Juin 2021. Cédric est arrêté au petit matin. Le village s'éveille sous le vacarme des sirènes. Les voisins sortent sur le pas de leur porte, figés. Il est menotté, conduit dans une voiture banalisée. L'image fait le tour du pays. L'homme au regard tranquille est désormais suspecté de meurtre. Les gendarmes espèrent un aveu, une faille, une larme. Mais Cédric reste muré dans son déni. « Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien fait. » Pendant 48 heures, ils le confrontent à ses contradictions, à ses mensonges, à la chronologie impossible. Il nie tout, encore et encore. Aucun aveu, aucun mot de trop. Le dossier repose sur des indices, comportementaux, psychologiques, techniques, mais toujours sans corps, sans armes, sans scène de crime. Un casse-tête judiciaire. Pourtant, quelque chose se fissure. Une voisine affirme avoir entendu une dispute violente cette nuit-là. Un cri de femme, bref. Puis le silence. D'autres confirment avoir perçu des bruits inhabituels, des pas dans le gravier. Ces éléments s'ajoutent au faisceau d'indices. L'enquête se transforme en combat. La défense crie à l'erreur, à l'acharnement. Le procureur parle d'un puzzle cohérent où chaque pièce renforce l'autre. La France se divise. Dans les cafés, on débat. Coupable ou victime? Sur les plateaux, on rejoue chaque minute de cette nuit maudite. Mais derrière la tension médiatique, un autre drame se joue, celui des enfants. Confiés à la grand-mère maternelle,
ils grandissent dans le manque, entre la figure absente de leur mère et l'ombre pesante de leur père incarcéré. La tragédie prend une dimension humaine insupportable. Delphine, quant à elle, reste un fantôme. On cherche son corps, son téléphone, son dernier souffle. En vain. L'absence devient une présence en soi, obsédante, presque palpable. Un soir, dans le bureau des enquêteurs, un silence s'installe après des heures d'analyse. L'un d'eux, fatigué, dit simplement « Et si c'était vraiment le crime parfait ?» Cette phrase flotte dans l'air, parce qu'à ce stade, tout semble possible. L'homme a pu dissimuler son acte avec une précision méticuleuse. Ou bien, au contraire, la vérité se trouve ailleurs, dans un scénario que personne n'a envisagé. Certains imaginent une fuite, une disparition volontaire orchestrée, une mise en scène. Mais comment disparaître sans argent, sans véhicule, sans laisser la moindre trace numérique? Tout ramène à cette nuit, à cette maison, à ce couple. Les semaines suivantes, le juge d'instruction multiplie les auditions. On interroge encore et encore Cédric, on cherche la faille. Il se montre arrogant, moqueur parfois, comme s'il voulait défier le système. Il plaisante avec les gendarmes, parle de peinture, de bricolage. Ce ton léger, presque insolent, choque l'opinion publique. Certains y voient un homme brisé, d'autres un manipulateur froid. L'enquête devient une guerre d'usure. À la télévision, les experts décryptent le comportement de Cédric, le comparant à d'autres affaires célèbres, celle de Jonathan Daval, celle d'Alexia. La France, fascinée par ces drames conjugaux, regarde une fois de plus un amour se transformer en cauchemar. Et dans cette fascination morbide, Delphine disparaît une seconde fois, derrière le spectacle médiatique, derrière les débats, derrière les images figées d'un couple ordinaire devenu mythe tragique. Le Tarn, lui, retrouve son calme. Les collines, les forêts, les champs labourés semblent vouloir oublier. Mais les habitants savent, tant que le corps de Delphine ne sera pas retrouvé, le mystère continuera de hanter leur nuit. Et au cœur de ce mystère, un homme attend, enfermé, persuadé qu'il pourra un jour convaincre qu'il n'a rien fait. Ou du moins, c'est ce qu'il veut croire. Le printemps arrive sur le Tarn, mais à Cagnac-les-Mines, le froid semble s'être installé dans les esprits. Le village ne parle plus que de ça, l'affaire Jubilard. Les visages se ferment quand on prononce son nom. Certains détournent le regard, d'autres baissent la voix, comme si évoquer Delphine risquait d'attirer le malheur. Devant la maison du couple, le portail rouille lentement. Les herbes poussent entre les pavés, les volets restent clos. Le silence pèse lourd, un silence habité, presque vivant. Et dans ce silence, les gendarmes continuent à fouiller les ombres du passé du couple. Les enquêteurs reprennent tout depuis le début. Les messages, les photos, les appels, les confidences. Ils reconstruisent un puzzle intime, celui d'un mariage qui s'effrite morceau par morceau. Delphine et Cédric s'étaient rencontrés jeunes, insouciants. Elle, vive, joyeuse, douce. Lui, plus réservé, habile de ses mains, un peu rêveur. Ils avaient construit ensemble une vie simple, dans cette maison qu'ils rénovaient pièce par pièce. 2 enfants, un quotidien modeste mais stable. Et puis, peu à peu, les fissures. Les tensions autour de l'argent, les reproches, les nuits trop longues, les regards qui s'évitent. Delphine, épuisée, s'était réfugiée dans son travail, trouvant dans son métier d'infirmière un sens que sa vie de couple ne lui donnait plus. Cédric, lui, se sentait rejeté, méprisé, transparent. 2 solitudes sous le même toit. Les amis de Delphine racontent qu'elle avait essayé de sauver ce mariage. Elle avait espéré un changement, un sursaut, mais chaque discussion se terminait en cris ou en larmes. Un soir, elle aurait confié « J'ai l'impression d'être morte avant l'heure ». Ces mots résonnent tragiquement aujourd'hui. À la même époque, elle rencontre un homme, un collègue, marié lui aussi. Une relation d'abord amicale, puis plus intime. Elle retrouve le sourire, des éclats de rire oubliés. Cédric, bien sûr, s'en rend compte. Les signes ne trompent pas. Le téléphone qu'elle garde près d'elle, les messages tardifs, les absences inexpliquées. La jalousie s'installe, corrosive. Les enquêteurs découvrent qu'à plusieurs reprises, Cédric avait fouillé le téléphone de Delphine. Il avait lu des messages, pris des captures d'écran, espionné discrètement. L'amour blessé devient obsession. Les proches parlent de disputes violentes, de menaces voilées. Un ami de Cédric raconte qu'il l'avait entendu dire « Si elle me quitte, je la détruis ». Une phrase qu'il jure avoir prise pour une simple colère passagère. Aujourd'hui, elle prend d'une autre dimension. Pendant ce temps, l'instruction avance lentement. Les experts analysent tout,
les téléphones, les antennes relais, les mouvements GPS. La chronologie de la nuit du drame devient le cœur de l'enquête. Delphine aurait envoyé son dernier message vers 22h58. Ensuite, plus rien. Le téléphone s'éteint. Celui de Cédric, lui, montre une activité étrange. Des déverrouillages à des heures où il prétendait dormir. Entre minuit et 2h du matin, son écran s'allume à plusieurs reprises. Il explique qu'il vérifiait l'heure ou qu'il répondait aux pleurs du chien. Mais les enquêteurs notent que ces moments coïncident avec le laps de temps où Delphine aurait disparu. Dans les jours qui suivent l'arrestation de Cédric, les témoignages se multiplient. Certains voisins racontent qu'ils avaient entendu des cris étouffés cette nuit-là. D'autres parlent d'un bruit de portière, d'une voiture démarrant. Des fragments encore. Mais l'image devient plus sombre. Celle d'une dispute qui aurait mal tourné. L'hypothèse d'un coup de colère, d'un geste irréversible. Le procureur décrit un scénario plausible. Delphine, décidée à quitter son mari, lui annonce son départ. Une dispute éclate, la tension monte, la colère explose. Puis, le silence. Un corps à dissimuler, un secret à enterrer. Mais où? C'est la question qui hante tout le monde. Des centaines de fouilles ont été menées. Puits, fossés, forêts, rivières. Les gendarmes ont même utilisé des drones thermiques, des chiens cadavres, des radars. Rien. Pas la moindre trace. Comme si Delphine s'était évaporée dans la nuit. Cette absence de corps, ce vide, c'est ce qui rend l'affaire presque irréelle. Et c'est aussi ce qui entretient le doute, car sans preuve matérielle, la justice avance à tâtons. Les avocats de Cédric exploitent cette faille. Ils dénoncent une enquête à charge, un procès médiatique. Ils affirment que l'accusation repose sur des intuitions, des suppositions, pas sur des faits. L'opinion publique se divise encore davantage. Certains voient en lui un monstre dissimulé derrière un visage ordinaire. D'autres y voient un bouc émissaire, victime d'un système avide de coupables. La vérité, elle, se perd dans la cacophonie. Pourtant, un détail attire l'attention des enquêteurs. La couette manquante, celle du lit conjugal. Lors de la perquisition, elle n'est pas là. Cédric dit qu'elle était sale, qu'il l'a jetée, mais aucun sac, aucune trace ne le prouve. Les enquêteurs pensent qu'elle a pu servir à transporter quelque chose. Un objet? Un corps? Hypothèse glaçante. Ils recherchent cette couette pendant des semaines, sans succès. C'est un symbole de plus dans cette affaire où tout se dérobe, où chaque vérité semble dissimuler une autre. Pendant ce temps, la famille de Delphine s'effondre lentement. Sa mère, Nadine, ne cesse d'espérer. Chaque appel inconnu, chaque rumeur lui fait lever la tête. Mais la réalité la rattrape toujours. Elle s'accroche aux souvenirs, la voix de sa fille, son rire, sa manière de dire « à demain ». Elle organise des veillées, des marches blanches, des appels à témoins. Les gens du village viennent déposer des bougies, des fleurs. Le visage de Delphine devient une icône de la douleur silencieuse, celui de toutes les femmes disparues sans explication. Cédric, lui, reste en détention. Il reçoit peu de visites. Dans sa cellule, il peint, il écrit, il parle à ses codétenus. Certains le décrivent comme calme, presque charmeur. D'autres disent qu'il parle de son affaire avec une légèreté déconcertante, comme s'il observait sa propre histoire à distance. Il continue à affirmer qu'il n'a rien fait. Il dit qu'il est victime d'un malentendu, d'un engrenage qu'il ne contrôle plus. Mais même ces mots paraissent vides, mécaniques, comme récités. À l'extérieur, l'enquête se complexifie. De nouveaux témoins surgissent, parfois des années après. L'un prétend avoir vu une femme ressemblant à Delphine à Albi. Un autre affirme qu'il a entendu une conversation suspecte dans un bar. Chaque piste soulève de l'espoir, puis retombe. L'affaire devient un labyrinthe. Les enquêteurs le savent. Sans découverte majeure, le dossier risque de s'enliser. Mais ils refusent d'abandonner. Et pourtant, une nuit, un gendarme, resté tard dans le bureau, tombe sur une photo. Une simple image satellite de la région, prise le lendemain de la disparition. Dans un champ, près d'un chemin de terre, une forme sombre attire son attention. Trop petite pour être un véhicule, trop régulière pour être un hasard. Il note l'endroit. Le lendemain, une équipe s'y rend. On creuse, on fouille, on espère. Mais ce n'est qu'un vieux pneu enterré, une fausse piste de plus. L'affaire Jubilard semble maudite, condamnée à tourner sur elle-même. Et pourtant, au fond des bureaux de la gendarmerie, personne n'oublie le regard de Cédric lors de sa première audition. Froid, fixe, traversé d'une lueur étrange. Certains disent y avoir vu la peur, d'autres la vérité, celle d'un homme qui sait ce qu'il a fait ou ce qu'il cache. Le lendemain du meurtre, le village de Saint-Romain semblait s'être figé dans une torpeur étrange. L'air du matin, habituellement chargé de l'odeur des raisins mûrs et de la terre chaude,
portait maintenant un parfum métallique, presque acide, celui du sang et de la peur. Les vignerons, d'ordinaire bavards, restaient silencieux, le regard bas. Sur la place, les chuchotements circulaient à voix feutrée, comme si le simple fait de prononcer le nom de Jean Aprin pouvait attirer le malheur. Le corps avait été retrouvé au bord d'un muret, entre 2 rangées de ceps. Les gendarmes avaient encerclé la zone, marquée de piquets rouges et de rubans jaunes, et la rumeur disait que la scène du crime ressemblait à un hôtel. Certains parlaient de mise en scène, d'autres de vengeance. Les plus superstitieux évoquaient même une malédiction liée à la terre, une vieille histoire d'héritage oublié et de promesses rompues. Mais derrière les légendes rurales, l'adjudant-chef Varnier savait qu'il y avait toujours une main humaine, une raison, même tordue, qui expliquait tout. Le soleil se levait à peine quand il arriva sur les lieux. Le silence était total, troublé seulement par le bourdonnement des insectes. L'herbe était encore humide de rosée, mais une tache sombre s'étendait au pied du mur. Du sang séché, beaucoup, trop. Varnier se baissa, observa les éclaboussures. La disposition n'était pas aléatoire. Quelqu'un avait traîné le corps, puis l'avait placé là délibérément, presque avec soin. « Ce n'est pas un meurtre de rage », murmura-t-il. « C'est une démonstration. » Son adjoint, le jeune caporal Giraud, hochait la tête, le visage pâle. « Vous croyez que c'est quelqu'un du village ?»« Ici, tout le monde se connaît, » répondit Varnier. « Et c'est bien ça le problème. » Il leva les yeux vers les collines. À perte de vue, les vignes ondulaient sous le vent, leurs feuilles frémissant comme une mer verte. « Celui qui a fait ça sait qu'on le cherche, » continua-t-il. « Mais il sait aussi qu'ici, le silence est une tradition. Dans la maison des Aprins, la veuve, Marie-Louise, ne disait presque rien. Ses mains tremblaient légèrement sur sa tasse de café, qu'elle n'avait pas encore portée à ses lèvres. Varnier s'assit en face d'elle, sur la table rustique en bois d'acacia. « Madame Aprin, j'ai besoin de comprendre. Hier soir, votre mari a quitté la maison à quelle heure ?»« Vers 8 heures. Il a dit qu'il allait vérifier les pressoirs, mais il n'est jamais revenu. » Sa voix s'éteignit dans un souffle. Est-ce qu'il semblait inquiet ou contrarié? Non, juste fatigué. Ces derniers temps, il dormait mal. Il disait qu'il avait la sensation d'être observé. Varnier nota ces mots. Observé? Par qui? Elle hésita. Il ne voulait pas me le dire, mais 2 fois, il a trouvé sa porte de cave entr'ouverte au matin. Et 1 fois, il a trouvé une croix tracée dans la poussière, sur la barrique du fond. Le gendarme sentit un frisson lui parcourir l'échine. Une croix, dans un lieu de vinification. Il en a parlé à quelqu'un? Non. Il avait peur du ridicule. Vous savez, les hommes d'ici n'aiment pas passer pour des fous. L'après-midi, Varnier fit venir le médecin légiste, docteur Monin, un homme sec, discret, qui connaissait chaque famille du canton. « Alors ?» demanda le gendarme. Monin ôta ses gants, essuya son front. Pas de doute, mort entre 20 et 23 heures, coup violent à la tempe, sans arme apparente. Mais le plus étrange, il sortit un petit sachet plastique contenant un fragment de cire. « C'est ça, je l'ai trouvé coincé sous l'ongle de la victime. C'est de la cire d'église, pas de bougie ordinaire. » Varnier resta un instant silencieux. « Vous pensez à un rituel ? Je ne sais pas. Mais on dirait que quelqu'un voulait que ce corps soit vu, comme un message. Un message. » Le mot résonna dans la tête de l'adjudant-chef. Et si, au-delà du meurtre, il y avait une mise en scène symbolique? Le soir, il retourna seul sur les lieux. Les gendarmes avaient quitté le périmètre. Le vent avait forci, faisant claquer les rubans jaunes. Varnier observa le sol. Quelque chose brillait entre 2 pierres. Il se pencha, écarta la terre. Un petit médaillon en cuivre, terni, à moitié écrasé. Sur une face, un visage de femme. Sainte Rita, la sainte des causes perdues. Il le glissa dans une pochette. Son instinct lui disait que cette trouvaille n'était pas anodine. Mais au même moment, derrière lui, un bruit sec retentit, comme un pas sur une branche morte. Il se retourna vivement. Rien. Juste la nuit et les vignes, qui chuchotaient. Pendant ce temps, au café du village, les langues se déliaient. On disait que Jean Aprin avait eu des problèmes d'argent, qu'il s'était disputé avec Paul Serrier, son voisin, à propos d'une parcelle vendue au domaine communal. D'autres murmuraient qu'il avait eu une liaison avec Élise, la jeune serveuse de la poste. Et puis, il y avait ceux, les plus anciens, qui juraient que tout remontait à une vieille histoire de 1972, quand la terre du domaine avait été partagée après un incendie mystérieux. À cette époque déjà, on avait retrouvé un animal sacrifié près du puits. Le passé, pensa Varnier en entendant ces récits, n'est jamais enterré ici.
Il fermente, comme le vin dans les cuves. 2 jours plus tard, l'enquête prit un tournant inattendu. Les experts relevèrent une empreinte partielle sur le médaillon de cuivre, celle d'un homme, Paul Sérier. Varnier n'était pas surpris, mais il savait que Sérier, un colosse au regard fuyant, n'était pas du genre à laisser traîner des objets religieux. Il se rendit donc à sa ferme. Sérier l'accueillit sur le pas de la porte, les bras croisés. « Vous venez encore me poser vos questions ?»« Oui, » répondit Varnier calmement. « Vous connaissiez bien Jean Naprin. Assez pour savoir qu'il aimait fouiner où il ne fallait pas. Vous vous êtes disputé ? Tous les vignerons se disputent. La terre, c'est comme une femme. Personne ne veut la partager. » Il avait dit cela avec un sourire amer. « Et ce médaillon ?» demanda Varnier en le sortant du sachet. Le visage de Serrière se figea. « D'où vous tenez ça ? On l'a trouvé à côté du corps. »« Ce n'est pas à moi, grogna-t-il, mais ma sœur en avait un pareil. » Avant de mourir, Varnier sentit que quelque chose venait de bouger. « Votre sœur ? » ?»« Oui, Anne Sérier. Elle s'est pendue dans la grange, il y a 15 ans. Pourquoi ? À cause d'un homme marié. » Le silence tomba. Varnier comprit. Cet homme, c'était Jean Naprin, n'est-ce pas ? Sérier ne répondit pas, mais son regard disait tout. De retour à la gendarmerie, Varnier relut ses notes. Une femme morte, un amour interdit, une vengeance mûrie lentement. Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi ? Après tant d'années, il retourna voir Marie-Louise. « Votre mari vous a-t-il déjà parlé d'une femme nommée Anne Sérier ?» Elle blêmit. « Oui, il disait qu'elle était une erreur de jeunesse. »« Une erreur qui lui a coûté cher, » murmura-t-il. Il ne voulait pas l'accuser sans preuve, mais tout semblait converger vers un drame ancien, exhumé par la rancune. Cette nuit-là, le ciel éclata d'un orage violent. La pluie battait les vitres du petit bureau de la gendarmerie. Varnier, fatigué, consulta une dernière fois le dossier. Photos, croquis, échantillons. Puis il aperçut un détail qu'il n'avait pas remarqué. Sur la photo du muret, juste derrière le corps, une inscription gravée dans la pierre, à peine visible. 3 lettres, AS. Les initiales d'Anne Sérier. Il sentit une décharge d'adrénaline. Ce n'était plus un hasard. C'était une signature. Quelqu'un voulait que cette histoire soit comprise comme un règlement de compte, au nom d'une morte. À l'aube, il retourna sur le terrain. La pluie avait lessivé les traces, mais l'air sentait encore la terre retournée. Entre 2 rangs de vignes, il aperçut d'un petit bouquet de fleurs sauvages, fraîchement déposées, des anémones rouges. Il s'approcha. Sous les fleurs, un bout de papier trempé. La justice ne se fait pas dans les tribunaux, mais dans les cœurs qui saignent. Cette écriture, Varnier la reconnut, celle de Paul Sérier sur les papiers de la mairie. Il savait désormais où aller. La suite allait révéler un secret encore plus ancien, enfoui dans la terre même des vignes. Car le meurtre de Jean Naprin n'était peut-être que le premier acte d'une histoire commencée bien avant lui. Une histoire où la terre, la foi et la culpabilité s'entremêlaient jusqu'à la folie. Le vent soufflait encore sur les collines de Saint-Romain, mais cette fois, il semblait porter quelque chose d'autre qu'une simple odeur de terre et de pluie, un parfum de cendre. Les vignes, trempées par l'orage de la veille, semblaient penchées, fatiguées, comme si elles aussi savaient qu'un secret allait bientôt refaire surface. Adjudant-chef Varnier avançait lentement sur le chemin boueux qui menait au vieux domaine Sérier. Ses bottes s'enfonçaient dans la terre, laissant derrière lui des empreintes nettes que la pluie effaçait aussitôt. Le ciel, encore chargé, diffusait une lumière pâle. Sur le porche, Paul Sérier l'attendait, immobile, les mains dans les poches. On aurait dit qu'il n'avait pas dormi. Ses yeux étaient gonflés, ses traits tirés. « Vous revenez finir votre besogne, capitaine ?»« Adjudant, » corrigea doucement Varnier. « Et non, je viens comprendre. Pas condamné. » Un long silence. Sérier soupira, se détourna et entra. « Alors entrez. Mais ce que vous allez entendre, vous ne pourrez plus l'oublier. » La maison sentait le vin vieux et la suie. Des bouteilles vides s'entassaient sur la table, à côté d'un crucifix noirci. Au mur, une photo jaunie montrait un couple jeune, souriant, devant un champ de vignes. « C'est vous et votre sœur ?» demanda Varnier. « Oui, c'était avant. Avant qu'elle ne tombe amoureuse de cet homme. » Sérier s'assit lourdement, prit une gorgée de vin directement à la bouteille. Jean Naprin, beau parleur, toujours tiré à 4 épingles. Ma sœur le regardait comme s'il était le bon Dieu. Il lui promettait la mer, le ciel, et puis, un jour, il l'a laissé. Comme on jette un fruit trop mûr, il posa la bouteille. Ses doigts tremblaient. Elle s'est pendue 2 semaines après. Dans la grange, j'ai retrouvé la corde et la lettre.
Une lettre ? Demanda Varnier. Vous l'avez gardée ? Non, je l'ai brûlée. Un silence lourd s'abattit. Varnier observait ce visage ravagé par le temps et la rancune. Vous lui en avez voulu ? Non, répondit Serrier. Je ne lui en ai pas voulu. Je l'ai maudit. L'adjudant se leva, fit quelques pas dans la pièce. Sur la cheminée, un petit cadre attira son attention. Une photo récente, celle d'une jeune femme d'une 30aine d'années, souriante, tenant une bouteille de vin avec l'étiquette « Domaine des Cendres ». Qui est-ce ? Ma nièce. Lucille, la fille d'Anne. La fille d'Anne ? Mais, oui, elle était enceinte quand elle s'est pendue. Jean Naprin ne l'a jamais su. Varnier sentit son estomac se nouer. Le passé, encore une fois, venait de s'ouvrir comme une plaie. Et Lucille, où est-elle maintenant ? Elle vit ici. Enfin, vivait. Elle a disparu depuis 3 jours. Le gendarme se figea. Comment ça a disparu ? Vous n'avez rien dit. À quoi bon ? Vous auriez pensé qu'elle s'était enfuie, comme sa mère. Il se leva lentement, s'approcha de la fenêtre. Elle disait qu'elle voulait rencontrer l'homme qui avait ruiné la vie de sa mère. Jean Naprin ? Oui. Et devinez quand elle a dit ça ? La veille de sa mort. L'air se fit plus lourd. Varnier comprit alors que le fil du destin s'était enroulé autour des 2 générations, la mère et la fille. Peut-être que Lucille Serrier avait voulu se venger à la place de sa mère. Ou peut-être que quelqu'un avait voulu l'en empêcher. Il prit son téléphone, appela son adjoint. « Giraud, écoute-moi bien. Recherche immédiate. Une femme, Lucille Serrier, environ 30 ans, brune, yeux clairs. Si elle est vivante, il faut la retrouver. Et vérifie s'il y a un véhicule signalé autour du domaine depuis 3 jours. » « Reçu, chef. » Varnier raccrocha. « Paul, vous avez un endroit où elle allait souvent ? Un refuge ? Un lieu de mémoire ?» Serrier hésita. « Oui, la chapelle des Vignes, celle où elle déposait toujours une bougie pour sa mère. » La chapelle des Vignes se trouvait à flanc de colline, un petit bâtiment du XVIIIe siècle, abandonné, à moitié envahi par le lierre. Varnier gara sa voiture sur le bas-côté, avança à pied. Le silence n'était brisé que par le crissement des graviers sous ses pas. À l'intérieur, la pénombre. Une dizaine de cierges brûlaient encore. Et, au pied de l'autel, une photo, celle d'Anne Serrier. Mais ce qui frappa le gendarme, ce fut le carnet posé juste à côté. Il l'ouvrit. Une écriture fine, soignée. « Je ne veux pas me venger. Je veux comprendre pourquoi les hommes détruisent ce qu'ils prétendent aimer. » Les pages suivantes contenaient des notes sur le domaine, des noms, des dates, et enfin, une phrase encerclée de rouge. « La justice n'a pas été faite, alors c'est moi qui la ferai. » Varnier sentit une sueur froide lui glisser dans le dos. Lucille était bel et bien liée à l'affaire. Mais la dernière page contenait quelque chose d'encore plus étrange. Un dessin. Un plan du vieux pressoir du domaine Serrier, avec une croix tracée à l'endroit précis où Jean Naprin avait été retrouvé. Le lien était indéniable. En quittant la chapelle, il tomba sur une silhouette féminine au loin, marchant lentement sur le chemin. Il courut, cria « Lucille, Lucille Serrier !» La femme se retourna. Oui, c'était elle. Les mêmes traits que sa mère sur la photo jaunie. Elle avait les yeux rougis, le visage épuisé, mais une sorte de calme étrange dans l'expression. « Je savais que vous viendriez, dit-elle simplement. Vous êtes recherché. Il faut que vous veniez avec moi. Non, pas encore. Je dois vous montrer quelque chose. » Avant qu'il puisse répondre, elle se mit à marcher vers le bois. Varnier la suivit, prudence mêlée d'inquiétude. Le chemin descendait jusqu'à une ancienne cave à vin, scellée depuis des années. Lucille écarta les ronces, força la porte de bois à moitié pourrie. Une odeur d'humidité, de terre et de vin tourné monta aussitôt. Elle entra, prit une lampe torche, la dirigea vers le sol. Là, sous une fine couche de terre, apparaissait une dalle de pierre gravée. A.S. Les mêmes initiales que celles sur le muret. « C'est ici que mon oncle l'a enterré », murmura-t-elle. « Enterré ? Oui, ma mère. Pas pendu. Il a inventé cette histoire. » Varnier sentit le sol se dérober sous lui. « Vous dites que Paul Serrier a tué sa sœur ?» Lucille hocha lentement la tête. Il l'a surprise en train de partir avec Jean Naprin. Il l'a frappée. Et quand il a cru qu'elle était morte, il a voulu effacer la honte. Et tout ce temps, il vous a menti. Oui. Et j'ai grandi dans ce mensonge. Alors j'ai voulu que la vérité ressorte, que le sang se mêle enfin à la terre. Sa voix tremblait, mais son regard restait fixe, glacé. « Vous avez tué Jean Naprin ?» demanda Varnier. Elle ne répondit pas. « C'est vous qui avez laissé le message, la cire, le médaillon ?» Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. La terre se souvient de tout, adjudant, même des prières qu'on n'a jamais dites. Varnier s'avança d'un pas.
Lucille, écoutez-moi. Ce que vous avez découvert, c'est une tragédie, mais vous ne pouvez pas réparer le passé en ajoutant un crime au crime. Je n'ai rien ajouté, répondit-elle doucement. J'ai seulement fermé le cercle. Elle sortit un petit objet de sa poche, un morceau de corde effiloché. Celle qui a servi à faire croire à la pendaison. Je l'ai retrouvée ici, sous la pierre. Puis, dans un geste presque théâtral, elle la posa sur l'autel improvisé et s'agenouilla. Vous pouvez m'arrêter maintenant. Le domaine a parlé. Les cendres sont apaisées. Varnier ne bougea pas tout de suite. Dans ce silence d'après-aveu, il sentit le poids de toute une génération de fautes s'effondrer. Il regarda autour de lui. La cave, les barriques fendues, les inscriptions effacées par le temps. Tout ici respirait la mémoire des morts. Il posa doucement une main sur son épaule. Ce que vous avez fait ne ramènera personne. Mais peut-être que cela permettra à la vérité de reposer enfin. Lucille hocha la tête, les larmes aux yeux. C'est tout ce que je voulais. Quand ils sortirent de la cave, le vent avait cessé. Un rayon de soleil perçait les nuages. Au loin, le clocher du village sonnait 11 heures. Sur la colline, les vignes scintillaient, lavées par la pluie, comme si elles respiraient à nouveau. Varnier jeta un dernier regard vers le domaine serrier, puis vers le carnet de Lucille qu'il tenait serré contre lui. Le titre inscrit sur la couverture, à l'encre noire, semblait presque prophétique. Les cendres du domaine. Le vent d'automne soufflait sur la gendarmerie de Beaune comme un rappel constant de ce que la terre cache. Il passait à travers les fentes du vieux bâtiment, gémissait dans les conduits, portait avec lui l'odeur humide des feuilles et du raisin pourri. Dans la salle d'interrogatoire, Lucille Serrier était assise face à l'adjudant-chef Varnier. Entre eux, une simple table métallique, 2 verres d'eau, un magnétophone. La lumière froide du néon donnait à la scène une gravité presque religieuse. Varnier alluma l'enregistreur. Pour le procès-verbal, nous reprenons l'audition de Madame Lucille Serrier concernant la mort de Jean Naprin et les circonstances liées au décès d'Anne Serrier, votre mère. Vous confirmez vouloir témoigner sans avocat pour l'instant ? Lucille hocha la tête. Oui, je n'ai plus rien à cacher. Son ton était calme, posé, presque détaché. Varnier la scruta longuement avant de parler. Commençons par la fin. Jean Naprin. Où et quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ? Le soir du 18 septembre, répondit-elle. Je l'ai rencontré au domaine. Il vous attendait ? Non, c'est moi qui suis allé à lui. Elle marqua une pause. Son regard se perdit dans le vide. Il m'a reconnu tout de suite. Il a dit « Tu as les yeux de ta mère ». Et j'ai su qu'il se souvenait. Varnier prit quelques notes. Qu'avez-vous fait alors ? Nous avons parlé. Longtemps. Il disait qu'il regrettait, qu'il avait souffert aussi. Il m'a même montré une photo d'elle qu'il gardait encore dans son portefeuille. Mais quand je lui ai dit la vérité, que ma mère était morte à cause de lui, quelque chose s'est brisé. Vous l'avez frappé ? Non, il est tombé. Il a glissé, je crois, sur la terre humide du pressoir. Il s'est cogné la tête. Varnier fronça les sourcils. Vous dites qu'il est tombé, mais le rapport médico-légal mentionne une fracture nette, latérale, provoquée par un objet lourd. Lucille baissa la tête. Oui, après sa chute, j'ai pris le maillet, j'ai frappé, une seule fois. Pas pour le tuer, mais pour qu'il se taise. Il criait le nom de ma mère, encore et encore. Le silence s'étira. Varnier soupira, fit signe à son collègue Giraud d'arrêter d'écrire un instant. Et ensuite, j'ai fait ce que je pensais juste. Je l'ai ramené là où tout avait commencé, dans le caveau sous les vignes. Elle releva les yeux, brillants de larmes. Là où ma mère repose depuis 30 ans. Varnier sentit une tension sourde l'envahir. Vous saviez que le corps de votre mère était là avant de le découvrir ? Pas vraiment. Je l'avais deviné. J'avais entendu des bruits, la nuit, des coups sourds sous le sol, comme si la maison respirait. Et un jour, j'ai trouvé un vieux plan du domaine dans le grenier, avec une croix gravée. La même que sur la pierre du caveau ? Oui, c'est là que j'ai compris. Mon oncle avait menti. Elle prit une grande inspiration. Je voulais lui faire avouer, mais quand je lui ai parlé de la tombe, il a nié. Il a dit que ma mère s'était pendue, que tout ça, c'était de la folie. Et maintenant, que pensez-vous ? Lucille ferma les yeux. Qu'il a voulu sauver l'honneur du nom Serrier, mais qu'il a tué la seule personne qui le rendait humain. Quelques heures plus tard, Paul Serrier était à son tour assis dans la même pièce. Sa chemise était tachée de vin, ses yeux injectés de sang. Varnier alluma un second magnétophone. Paul Serrier, vous êtes convoqué pour répondre des accusations portées contre vous concernant la mort d'Anne Serrier, votre sœur, en 1993. Des accusations, ricana-t-il. Après 30 ans ? Et d'où viennent-elles ? De cette gamine perdue qui croit parler aux fantômes ?
Varnier resta de marbre. « Votre nièce affirme que vous avez frappé votre sœur le soir où elle voulait quitter le domaine avec Jean Naprin. »« C'est faux, je ne l'ai pas tuée. Je voulais juste la retenir. » Il se pencha en avant, les poings serrés. « Elle m'a dit qu'elle allait partir, qu'elle allait abandonner les vignes, la maison, tout ce que nos parents avaient de bâti, pour ce vendeur de vin sans scrupules. Vous vous êtes disputé ? Oui, elle a crié. Moi aussi, elle a glissé contre la table. Sa tête a heurté le coin, le sang. Je n'ai pas su quoi faire. Il se prit la tête entre les mains. J'ai cru qu'elle était morte, alors j'ai creusé là, dans la cave. Je voulais l'enterrer discrètement, que personne ne sache. Vous avez agi seul ? Oui. Jean Naprin est parti sans se retourner. Et moi, j'ai fait semblant de croire à la pendaison. Les gens ont avalé l'histoire. Son ton se brisa. Et puis Lucille est née. Elle m'appelait papa, jusqu'à ses 6 ans. J'ai voulu l'élever comme ma fille, pour racheter ce que j'avais fait. Varnier arrêta l'enregistreur. Le vent s'était calmé dehors. Il resta quelques secondes silencieux, observant cet homme brisé. 2 générations, 2 crimes, une seule malédiction familiale. Vous comprenez que si tout ce que vous venez de dire est se confirmer, nous avons 2 morts sur les bras et 2 coupables. Non, répondit Paul, il n'y a qu'une victime, ma sœur, et tout le reste, c'est le prix du silence. Le soir même, Lucille fut transférée à la maison d'arrêt de Dijon pour détention préventive. Le bruit des serrures résonna dans le couloir comme un écho à sa propre respiration. Elle n'opposa aucune résistance. « Tout est enfin dit », murmura-t-elle au gardien. « Le vent peut se taire. » Mais le vent, justement, ne se tut pas. Il continuait de souffler sur les collines, sur le domaine déserté, soulevant la poussière et les feuilles. Les habitants du village, eux, se souvenaient encore. On disait que la nuit, on voyait parfois une lumière trembloter près de la chapelle des Vignes. Une silhouette féminine, vêtue de blanc, qui s'agenouillait pour prier. Un mois plus tard, le procureur Deslauriers convoqua Varnier dans son bureau. Les dossiers s'empilaient sur la table, mais un seul portait le tampon rouge « Affaire Serrier-Aprin ». « L'expertise est tombée, dit le magistrat. Les ossements retrouvés dans la cave appartiennent bien à Anne Serrier. Et le décès ? Fracture du crâne compatible avec la version de Paul. Mais impossible de déterminer s'il s'agit d'un accident ou d'un homicide volontaire. Varnier acquiesça lentement. Et pour Jean Naprin ? Lucille avoue l'avoir frappé. Elle risque 20 ans. Un silence. « Vous pensez qu'elle voulait le tuer ?» demanda le procureur. Varnier hésita. « Non, je crois qu'elle voulait libérer les morts, pas les venger. » Ah. Deslauriers ferma le dossier. « Ce genre d'affaire, dit-il, ne se juge pas vraiment dans un tribunal. Elle se juge dans la mémoire des gens. Au domaine Serrier, tout était resté en suspens. Les vignes non taillées, la terre fissurée, les bouteilles couvertes de poussière. » Un voisin, venu ramasser des outils, trouva sur la table de la cuisine une lettre non cachetée, signée de la main de Lucille. « À celui qui trouvera ceci, prenez soin des vignes. Elles n'ont rien fait. Ce sont les hommes qui ont apporté la haine dans la terre. Ma mère disait toujours, le vin garde les secrets, mais le vent les raconte. Alors écoutez-le. » Quelques jours plus tard, un orage violent frappa la région. La foudre s'abattit sur le vieux pressoir. Le bâtiment prit feu en quelques minutes, et les flammes dévorèrent tout. Le lendemain, il ne restait plus qu'un amas de pierres noircies. Au milieu des décombres, les gendarmes retrouvèrent un fragment de croix en fer et une plaque métallique fondue portant une inscription à demi effacée. « Les cendres du domaine ». Varnier, présent sur place, observa longtemps les ruines. Un vent sec se leva, balayant la cendre. Il crut entendre, un instant, la voix de Lucille murmurant « La terre a parlé ». Il resta immobile. Tout semblait bouclé, mais une sensation d'inachevé le hantait. Était-ce vraiment un crime ? Ou juste une lente punition naturelle, un cercle de douleur transmis comme un héritage ? Il leva les yeux vers la colline. Entre 2 rangs de vignes, il aperçut une silhouette blanche, fugace, qui disparut aussitôt. Peut-être un effet du vent, peut-être autre chose. Dans son rapport final, Varnier écrivit « Affaire Serrier-Aprin. 2 morts, un aveu, un incendie. Mais aucune vérité absolue. La justice humaine ne peut mesurer la part de silence dans les cœurs. Il restera toujours, au milieu des vignes, un murmure qu'aucun juge ne saura interpréter. Il posa son stylo, referma le dossier, puis se servit un verre du dernier vin trouvé sur le domaine, rouge sombre, presque noir. Il leva le verre, le fit tourner lentement à la lumière. « À toi, Anne.
à toi, Lucille, et à ceux que le vent n'oublie jamais. Le village de Cagnac-les-Mines semblait suspendu dans un temps étrange, entre attente et lassitude. 2 années avaient passé depuis la disparition de Delphine Jubilard, et pourtant, chaque coin de rue, chaque façade, chaque regard portait encore les traces invisibles de cette affaire. Les géraniums aux fenêtres fleurissaient, mais derrière les rideaux, les conversations chuchotées n'avaient pas changé. Les habitants savaient qu'un procès viendrait, tôt ou tard. Mais ce qu'ils ignoraient, c'était l'étendue du drame qui continuait à se jouer dans l'ombre, derrière les murs de la maison du couple. Les enquêteurs avaient désormais accès à un élément nouveau. Un téléphone portable retrouvé dans un fossé à quelques kilomètres du village, signalé par un promeneur. Les experts espéraient y trouver des fragments d'informations, peut-être un message, une recherche à Internet, une trace qui permettrait de combler le vide de cette nuit fatale. Mais les données, corrompues par le temps et l'humidité, n'offrirent que des fragments confus, des messages incomplets, des phrases interrompues comme un souffle coupé net. Il faut qu'on parle. Et plus rien. Pendant ce temps, Cédric, en détention provisoire, oscillait entre 2 attitudes, la révolte et l'abattement. Il répétait à qui voulait l'entendre qu'il n'avait rien fait, qu'il était victime d'un acharnement. Mais certains gardiens disaient l'avoir surpris, parfois, parlant seul dans sa cellule, fixant le mur comme s'il y voyait encore le visage de Delphine. Était-ce de la culpabilité ou simplement le reflet d'une conscience brisée par l'injustice, comme il le prétendait? Les psychologues mandatés par le tribunal dressèrent de lui un portrait complexe, un homme instable, impulsif, capable de charme et de douceur, mais aussi de brusques éclats de colère. Rien, disait-il, ne prouvait qu'il soit un meurtrier. Mais rien non plus ne prouvait qu'il ne l'était pas. Les médias, eux, s'étaient emparés du drame. Chaque semaine, une nouvelle émission revenait sur l'affaire Jubilard, disséquant le moindre geste, la moindre phrase. On rejouait les scènes, on chronométrait les déplacements, on analysait les expressions du visage de Cédric à la seconde près. Certains voyaient en lui un monstre rusé, d'autres un bouc émissaire d'un système judiciaire en quête d'un coupable. La France entière semblait partagée entre compassion et fascination morbide. Les plateaux télé se succédaient, et la vérité, elle, semblait s'éloigner un peu plus à chaque débat. Mais derrière cette agitation, une femme restait dans l'ombre. Nadine, la mère de Delphine. Depuis le premier jour, elle ne cessait d'arpenter les bureaux des gendarmes, de relancer les enquêteurs, d'écrire aux juges. Elle refusait d'admettre que sa fille ait pu disparaître sans laisser de traces. « On ne s'évapore pas comme ça », répétait-elle. Son instinct maternel lui murmurait que quelque chose de terrible s'était produit cette nuit-là. Et plus elle lisait le dossier, plus elle s'interrogeait sur le rôle de Cédric, mais aussi sur celui de certains proches que personne n'avait interrogé en profondeur. Une rumeur persistait en effet dans le village, celle d'un ami intime de Cédric, un homme taciturne, discret, qui aurait été aperçu aux abords de la maison dans les semaines précédant la disparition. Les enquêteurs avaient écarté cette piste, faute d'éléments concrets. Mais Nadine, elle, y voyait une clé possible. Et quand un témoin anonyme déclara avoir entendu, tard dans la nuit du 15 décembre, le bruit d'un véhicule à moteur dans un chemin de terre derrière la maison, elle sentit son cœur se serrer. Ce détail, ignoré jusque-là, ouvrait une nouvelle perspective. Et si Delphine n'était pas morte chez elle? À Paris, un nouveau procureur prit le dossier. Moins enclin au sensationnalisme, il décida de reprendre les éléments un à un avec l'aide d'une unité spéciale. Les relevés téléphoniques, les traces ADN, les correspondances numériques furent réanalysées. Et là, un détail retint l'attention. À 23h56, la nuit de la disparition, une connexion Internet avait été détectée sur le compte Google de Cédric, cherchant comment nettoyer une lampe frontale. Une recherche effacée quelques minutes plus tard. Était-ce un hasard, une manipulation, ou le signe d'une préparation méthodique? Ce détail fit basculer l'enquête vers une approche plus sombre. Les enquêteurs retournèrent sur les lieux avec des technologies de détection plus récentes, des drones thermiques, des radars de sol, des chiens spécialisés. On fouilla de nouveau les abords du chantier où Cédric travaillait. On creusa, on tamisa, on examina chaque recoin. Mais la terre gardait son silence. Ni corps, ni vêtements, ni objet appartenant à Delphine ne fut retrouvé. Ce vide, paradoxalement, devenait accablant. Dans une disparition, l'absence totale de traces est souvent plus inquiétante qu'une scène de crime. Les journaux titraient « Disparition ou crime parfait ?» et cette question résonnait comme un refrain obsédant. Était-ce possible qu'un homme ordinaire, un peintre plaquiste sans expérience criminelle, ait pu orchestrer un crime d'une telle précision?
Ou bien y avait-il un autre acteur, quelqu'un que l'enquête avait ignoré, quelqu'un qui observait en silence pendant que les autres cherchaient à l'aveugle? Au fond du Tarn, certains commençaient à douter du système. Trop de mystères, trop de zones d'ombre. On parlait de complot, de secrets de village, de vengeance, de jalousie. Mais pour Nadine, il n'y avait pas de théorie, seulement une vérité à atteindre. Et dans ces nuits blanches, elle revoyait le sourire de sa fille, sa voix, ses messages, son rire. Et elle se promettait que tant qu'elle vivrait, elle ne laisserait pas cette affaire s'éteindre. Pendant ce temps, dans sa cellule, Cédric commença à écrire. Des pages entières, remplies de souvenirs, de dénégations, de regrets. Un journal intime, où il alternait entre colère et douleur. « Je n'ai pas tué Delphine », écrivait-il. Mais parfois, entre deux lignes, apparaissait une phrase troublante. Si seulement elle m'avait écouté cette nuit-là, une phrase que ses avocats auraient préféré ne jamais voir sortir de ses murs. L'histoire, désormais, n'appartenait plus seulement à la justice. Elle appartenait à la mémoire collective, à ce pays tout entier suspendu à une énigme qui défiait la raison. Et à mesure que le temps passait, une idée inquiétante s'imposait. Si Delphine était encore vivante quelque part, pourquoi n'avait-elle jamais donné signe de vie? Et si elle ne l'était plus, pourquoi n'avait-on jamais trouvé son corps? Les réponses semblaient en se cacher sous une épaisse couche de silence et de peur. Mais parfois, dans les affaires criminelles les plus sombres, la vérité surgit quand on s'y attend le moins. Le mois de mars apporta une lueur d'impatience nouvelle au dossier Jubilard. 3 ans s'étaient écoulés depuis la nuit de la disparition, et pourtant, la France continuait de guetter le moindre frémissement de l'enquête, comme on scrute un ciel chargé d'orage. Ce jour-là, dans le bureau du nouveau procureur à Albi, un courrier attira son attention. Une lettre anonyme, écrite à la main, sans signature. L'écriture tremblée, nerveuse, trahissait une émotion violente. Le message disait simplement « Vous cherchez au mauvais endroit. Ce n'est pas un crime de jalousie. Ce n'est pas lui seul. Cherchez derrière le terrain communal, près du vieux puits. » La lettre aurait pu être classée parmi tant d'autres délires d'inconnus fascinés par les affaires criminelles. Mais un détail troubla les enquêteurs. L'enveloppe portait une odeur légère de peinture industrielle, la même que celle utilisée par Cédric dans son travail. Le lendemain, un groupe d'experts se rendit discrètement sur le site indiqué. Le vieux puits, oublié depuis des décennies, était situé derrière un champ envahi de ronces. Des techniciens descendirent, lampe frontale au front, vêtus de combinaisons étanches. L'eau stagnante reflétait un ciel gris et bas. Après plusieurs heures de fouilles, on ne trouva qu'une couverture bleue, décolorée, sans ADN exploitable. Mais pour la presse, l'affaire reprenait feu. Les titres se succédaient. Un nouvel indice dans l'affaire Jubilard. Un puits de mystère à Cagnac-les-Mines. Le village, encore une fois, se retrouva au centre d'un cyclone médiatique. Pendant ce temps, dans sa cellule, Cédric apprit la nouvelle. Il demanda à voir ses avocats, inquiets, presque fébriles. « Ils ne trouveront rien, dit-il, parce qu'il n'y a rien. » Mais son regard fuyant contredisait la fermeté de ses mots. Une fois les avocats partis, il resta assis sur son lit, le dos voûté, le visage entre les mains. Puis, lentement, il se mit à rire, un rire sec, nerveux, qui glaça le gardien posté derrière la porte. Était-ce la folie qui gagnait du terrain, ou la conscience d'un piège qui se refermait? Les gendarmes, eux, poursuivaient leur travail avec obstination. Un nouvel expert en criminalistique numérique, mandaté depuis Toulouse, découvrit un détail passé inaperçu. Sur une photo de la maison, prise quelques jours après la disparition, on distinguait sur une étagère du garage une lampe frontale à moitié couverte de poussière. Or, selon les déclarations de Cédric, il l'aurait utilisée pour chercher sa femme dans la nuit noire. Pourquoi alors ne portait-elle aucune trace récente d'utilisation? Le doute, encore et toujours, revenait comme un boomerang. Mais ce fut un autre élément, encore plus troublant, qui fit basculer la perception de l'affaire. Un ami de longue date de Delphine, un collègue infirmier de l'hôpital d'Albi, se présenta spontanément aux enquêteurs. Il affirma que, 2 jours avant sa disparition, Delphine lui aurait confié un secret. « Je ne suis plus en sécurité à la maison. Si je disparais, ce ne sera pas un accident. » Cette phrase, consignée mot pour mot dans le procès-verbal, glaça le sang de tous ceux qui la lurent. Pourquoi n'avait-elle rien dit plus tôt? Par peur? Par honte? Ou savait-elle que la vérité serait trop lourde à révéler? Les avocats de la défense crièrent à la manipulation. Ils dénoncèrent une enquête menée à charge, un climat d'hostilité publique, une pression médiatique insoutenable. Mais l'opinion, elle, se durcissait. La France découvrait le portrait d'un couple fracturé,
où la routine, la jalousie et la solitude avaient lentement creusé un gouffre. Et pourtant, malgré les tensions, malgré les disputes, rien ne permettait encore d'affirmer, avec certitude, qu'un crime avait été commis. C'est alors qu'un événement inattendu survint. En août, un promeneur accompagné de son chien découvrit, dans un sous-bois à une dizaine de kilomètres du village, un tissu enterré à moitié. Le chien grattait, aboyait, s'acharnait sur le sol. L'homme alerta immédiatement les autorités. Les experts en identification furent dépêchés. Les analyses révélèrent qu'il s'agissait d'un pyjama féminin, partiellement décomposé, mais dont l'étiquette portait encore les initiales DJ. Les médias hurlèrent à la découverte du siècle. Mais l'ADN, prélevé avec minutie, révéla un résultat déroutant. Aucune trace génétique correspondant à Delphine, ni même à Cédric. Une fausse piste ? Ou un message laissé volontairement pour brouiller les cartes ? Dans les semaines qui suivirent, les enquêteurs commencèrent à envisager une hypothèse plus large, plus vertigineuse, celle d'une disparition organisée. Certains indices semblaient en effet pointer vers une planification méticuleuse. Des recherches Internet anciennes, faites depuis le téléphone de Delphine, mentionnaient des destinations, des billets de train, des forums de femmes victimes de violences conjugales cherchant à tout quitter sans laisser de traces. Ces éléments ouvrirent une brèche inattendue. Et si Delphine avait voulu disparaître ? Mais cette théorie, séduisante pour l'esprit, heurtait la logique du cœur. Nadine, sa mère, s'y opposa farouchement. Delphine ne serait jamais partie sans ses enfants, affirma-t-elle, les yeux pleins de larmes. Ses amis, ses collègues, confirmèrent. Elle aimait trop ses petits pour les abandonner. Alors pourquoi ces recherches ? Pourquoi ces indices ambigus ? Était-ce un projet de fuite ou la preuve qu'elle pressentait le danger ? Pendant que les débats s'enflammaient, un dernier rebondissement secoua l'enquête. Un détenu, incarcéré dans la même prison que Cédric, demanda à parler au juge. Il affirma que, lors d'une nuit d'insomnie, Cédric lui aurait confié, à demi-mot, « Ils ne la retrouveront jamais. Là où elle est, même moi je ne pourrai plus y retourner. » Une phrase ambiguë, mais lourde de sens. Était-ce une vantardise, une métaphore ou un aveu déguisé ? Le juge, prudent, fit vérifier les dires du prisonnier, mais aucun élément tangible ne permit de les corroborer. Pourtant, ce témoignage, bien que fragile, s'ajouta à la mosaïque déjà dense d'un puzzle impossible. À Cagnac-les-Mines, le vent d'automne balayait les rues désertes. Les enfants de Delphine grandissaient loin du tumulte, protégés du vacarme des chaînes d'infos et des murmures du voisinage. Nadine, elle, continuait de marcher chaque soir jusqu'à la grille de la maison de sa fille, laissant parfois une bougie, parfois une fleur. Elle murmurait des mots qu'elle seule entendait. « Je sais que tu es là, quelque part. » Mais la vérité, elle, semblait désormais suspendue à un fil invisible. Entre le doute, la peur et l'espoir, l'affaire Jubillard devenait plus qu'un drame familial. Un miroir de nos angoisses les plus profondes, celle de perdre, d'ignorer, de ne jamais savoir. Le palais de justice d'Albi vibrait d'une tension presque irréelle. 3 ans de rumeurs, d'attente et de mystère convergeaient enfin vers cette salle d'audience où l'air semblait plus lourd que jamais. Cédric Jubillard, amaigri, le visage creusé, entra encadré par 2 gendarmes. Son regard fuyant effleura la foule des journalistes, puis s'attarda un instant sur le banc où sa belle-mère, Nadine, était assise, les mains serrées sur un mouchoir. Elle ne pleurait plus depuis longtemps. Elle avait dépassé la douleur, atteignant ce territoire muet où seule la vérité compte. L'audience s'ouvrit sous le feu des caméras. Les mots du président résonnaient dans la salle. « Monsieur Jubillard, vous êtes accusé du meurtre de votre épouse, Delphine. Plaidez-vous coupable ou non coupable ?» Un silence. Puis la voix de Cédric, rauque, fatigué. « Non coupable. Je n'ai jamais touché un cheveu de Delphine. » Et ce ancien qui... Ces mots, simples, se perdirent dans un brouhaha contenu. Les familles se regardaient, les avocates feuilletaient leurs dossiers, les experts s'apprêtaient à rejouer, une fois encore, le drame de cette nuit du 15 décembre 2020. Le procès, prévu pour durer 3 semaines, se transforma rapidement en un théâtre d'émotions contradictoires. Chaque témoin, chaque expert, chaque ami de Delphine semblait apporter une pièce nouvelle à un puzzle déjà trop vaste. Une voisine raconta avoir entendu une dispute ce soir-là, suivie d'un cri étouffé. Un autre témoin parla d'une silhouette aperçue près du chantier à l'aube, mais aucun ne pouvait affirmer quoi que ce soit avec certitude. La vérité restait floue, fuyante, comme une ombre mouvante entre 2 lumières. Les avocates de la défense tentèrent une stratégie audacieuse.
peindre Cédric en père dépassé, en homme abandonné, rongé par la solitude et la douleur, mais incapable de violence extrême. Il rappelait qu'aucune preuve matérielle ne liait directement Cédric à la disparition. Pas de corps, pas de sang, pas d'armes, pas de témoins oculaires, rien. On ne juge pas sur des impressions, mais sur des faits, répétait son avocat, la voix vibrante d'indignation. Mais le procureur, implacable, répondit « Et quand les faits se cachent, c'est souvent parce que quelqu'un les a effacés. » Les débats prirent un tournant inattendu lorsque l'expert en téléphonie fut appelé à la barre. Il présenta une nouvelle reconstitution, fondée sur des données extraites d'un ancien serveur de messagerie. Une conversation supprimée, retrouvée par hasard, entre Delphine et un ami confident, quelques jours avant sa disparition. Les mots de Delphine résonnèrent dans la salle, lus à voix haute. « Je ne sais pas s'il osera, mais je sens la colère monter en lui. Il ne supporte plus que je vive ma vie. Si quelque chose m'arrive, ce ne sera pas un accident. » Nadine, en entendant cela, ferma les yeux. Les jurés, eux, semblaient frappés de stupeur. Mais le coup de théâtre ne s'arrêta pas là. Le procureur révéla qu'une nouvelle expertise venait d'être ajoutée au dossier. Une trace biologique, microscopique, découverte sur le rebord de la lampe frontale saisie au domicile. Une particule de sang, minuscule, appartenant à une femme, compatible avec l'ADN mitochondrial de Delphine. Ce n'était pas une preuve absolue, mais c'était la première trace physique reliant le disparu à un objet clé. La défense tenta de minimiser une contamination, un hasard, mais l'effet psychologique sur les jurés fut immédiat. Cédric, ce jour-là, perdit son calme. Debout, les poings serrés, il s'écria « Vous ne savez rien, vous inventez tout, je l'aimais, bon sang, elle voulait me quitter, c'est vrai, mais ça ne fait pas de moi un meurtrier !» Son cri résonna, brut, presque animal. Le président de la cour dut interrompre l'audience. Dans le silence qui suivit, le regard de Nadine croisa celui de Cédric. Ce n'était plus de la haine qu'elle y lisait, mais quelque chose de plus profond, une fatigue infinie, une forme de désespoir. Les jours suivants, les plaidoiries s'enchaînèrent. Les experts en comportement analysèrent les vidéos de la garde à vue, ses gestes, ses poses, ses soupirs. Certains y voyaient un homme sincère, d'autres un manipulateur aguerri. Le doute, encore et toujours, continuait de planer, comme une brume épaisse sur le Tarn. Et puis vint le dernier jour. Le procureur demanda la réclusion criminelle à perpétuité, estimant que la disparition de Delphine Jubillard n'était pas un hasard, mais le résultat d'un acte de possession et de colère. L'avocat de la défense, lui, implora « Ne condamnez pas un homme sur une absence. Il n'y a pas de corps, pas de certitude. Et sans certitude, la justice ne peut frapper. » Lorsque les jurés se retirèrent pour délibérer, le temps sembla s'arrêter. Des heures passèrent. Dans la salle, Nadine priait en silence, les yeux tournés vers le sol. Cédric, impassible, fixait la table, songeur. Enfin, les jurés revinrent. Le président lut lentement le verdict. Coupable de meurtre sur conjoint. Un murmure parcourut la salle. Cédric se leva, blême, et murmura « C'est faux. Tout est faux. » Il fut emmené sans un regard en arrière. À la sortie, Nadine s'effondra. Pas de soulagement, pas de victoire. Seulement la fin d'un cauchemar sans réveil. La vérité judiciaire était prononcée, mais la vérité humaine, elle, restait inaccessible. Car malgré la condamnation, le corps de Delphine n'avait toujours pas été retrouvé. Aucun lieu, aucune trace, aucun adieu. Les années passèrent. La maison du couple fut vendue. Le jardin, envahi d'herbes folles, devint un terrain anonyme. Les enfants grandirent, protégés du tumulte, portant malgré eux le poids d'un drame dont ils ne se souvenaient presque plus. Nadine continuait de déposer, chaque 15 décembre, une fleur blanche sur le chemin du hameau. Elle murmurait toujours les mêmes mots. « Repose enfin, ma fille !» Un matin d'hiver, alors qu'un brouillard dense couvrait le Tarn, un ouvrier communal creusant près d'un ancien mur de soutènement découvrit quelque chose d'étrange. Un fragment de tissu, puis une alliance, puis un petit ossement. Les analyses, menées en silence, confirmèrent ce que tout le monde redoutait sans oser l'espérer. Il s'agissait bien de Delphine Jubillard. Le mystère prit alors fin, ou du moins, c'est ce qu'on voulut croire, car si l'on avait trouvé le corps, on ne sut jamais comment il était arrivé là, ni quand, ni pourquoi. Et c'est peut-être là que réside l'ultime énigme de cette affaire. Dans cette frontière trouble entre le crime et le silence, entre la vérité et ce que les hommes sont prêts à croire.
La France, elle, referma peu à peu ce chapitre, mais à Cagnac-les-Mines, le vent continue de souffler sur les collines. Certains disent qu'à la tombée du soir, on peut encore entendre, porté par les échos, un murmure venu du passé, une voix douce qui répète simplement « Je ne voulais pas partir ainsi ».